Mon retour dans le podcast Cœur de papa. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer, Rémi de Nos Pieds sur Terre et j'ai eu la chance de faire une formation avec eux, j'ai regardé, c'était déjà en 2021, l'été 2021 et on était allés se former sur toutes les pratiques, d'autonomie, de résilience, et au final, on a découvert aussi une famille qui faisait l'IEF et ils ont été, un élément déclencheur dans notre choix de se lancer dans cette aventure de l'IEF. Et donc c'est un vrai plaisir de le retrouver aujourd'hui et de vous le présenter et de voir ce beau parcours et ce bel endroit de résilience qu'ils ont créé. Il va pouvoir nous en dire plus là-dessus. Donc merci Rémi d'avoir accepté cette interview. Bienvenue dans Cœur de Papa. Je suis Aurélien, papa des 4 merveilleux enfants que vous venez d'entendre. Et je vais vous partager mes aventures et réflexions d'être un papa à 100%. Au programme, ma vision de la parentalité, de la paternité, de l'instruction des enfants, de leur santé et de la mienne, et de l'intégration de tout ça dans le quotidien. Entre doux rêves et réalité, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Effectivement, tu as un parcours sur l'autonomie très, très intéressant. Et donc, je te laisse te présenter un peu ton parcours globalement. Et puis après, on entrera un peu plus en détail sur, voilà, peut-être sur l'IEF, sur ton choix et la parentalité. Et après, en deuxième partie, un peu plus sur l'autonomie et ta vision de la résilience. Ok, bonjour à tous. Alors, pour présenter un peu mon parcours, moi je viens d'un milieu plutôt babacool, anticonformiste et écolo, ce qui a été qui est déterminant pour mes choix tout au long de ma vie. Finalement, quand même, j'ai fait des études dans le domaine de l'informatique et j'ai travaillé dans le milieu bancaire assez rapidement. J'avais une vingtaine d'années, je me suis rendu compte que c'était pas du tout en accord avec mes idées. Surtout que je militais déjà, j'ai commencé très tôt à militer, notamment avec Greenpeace. Et donc j'ai décidé de quitter mon poste, de démissionner, et avec ma compagne, on a fait le choix de partir le plus loin possible. Donc ce qui était possible pour elle, parce qu'elle passait le concours d'institutrice, professeur des écoles, l'endroit le plus loin, c'était l'île de la Réunion. Donc on est parti vivre là-bas. Alors moi j'ai eu énormément de chance, c'est quelque chose qui est plus compliqué aujourd'hui. Mais ce que moi j'ai appelé 2 ans de temps de cerveau disponible, c'est-à-dire qu'en fait j'ai pu profiter de mon chômage pendant 2 ans et hem et j'ai décidé de réfléchir à moi déjà, essayer de comprendre qui j'étais, ce que j'avais envie, ce que je voulais devenir, et puis à la situation de la planète. Alors à l'époque, ça c'était en 2004, donc à l'époque la discipline n'existait pas, n'avait pas de nom. Aujourd'hui ça s'appelle la collapsologie, mais à l'époque, on était un peu au début de tout ça. Même si on peut dire que ça a commencé bien avant ça, parce que déjà dans les années 70, il y a déjà pas mal de gens qui avaient réfléchi sur le sujet. Et donc le sujet, c'est un peu quelles sont les conséquences des choix économiques et politiques, principalement des pays occidentaux, sur la planète et sur l'humanité. Et donc assez vite, quand on passe un petit peu de temps à réfléchir à ce sujet-là, on se rend compte que ça va pas tenir. On va pas pouvoir continuer sur ce rythme-là pendant longtemps. Donc après, il y en a qui restent dans le déni, ou dans la panique, mais assez vite, pour sortir de cet état-là, il faut réfléchir, concrètement à ce qu'on peut faire. Et donc c'est à ce moment-là, bon, moi j'avais une vingtaine d'années, donc c'est le moment où on se construit aussi, on se dit dans quelle direction on va partir. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Bon, je vais pas continuer dans le domaine pour lequel je suis formé». Et donc j'ai repris des études. J'ai bien compris que pendant ce siècle, on allait entre autres avoir des problèmes d'énergie. Et comme j'étais plutôt technicien, je me suis dit: «Bah tiens, ça va être intéressant de travailler sur les énergies renouvelables». Et donc j'ai repris des études dans ce domaine-là. Ça tombe bien, La Réunion c'était à l'époque assez en avance. Et il y avait de quoi se former. C'était pas trop le cas en métropole. Et j'ai décidé de devenir installateur de systèmes solaires. Ensuite, on a voulu avec ma femme créer un lieu
alors à l'époque, on disait autonome, on en reparlera, je pense, longuement après, mais cette réflexion a évolué et même depuis 2021, elle a aussi encore évolué, bien sûr. Et donc on s'est dit, il faut qu'on crée un lieu sur lequel on va essayer d'avoir la main sur un maximum de choses et donc essayer de produire un maximum de choses. Alors après les motivations, on en reparlera, hein. Il y a plein de motivations pour essayer de partir dans cette direction-là. Et on s'est rendu compte que sur l'île de la Réunion, pour nous, ça allait pas être possible. Pour plein de raisons. Je veux pas forcément évoquer la fin, mais donc du coup, on s'est dit, ben, on va retourner en métropole. Dans quel secteur? On a superposé plein de cartes avec plein de critères. Et finalement, on s'est dit, bah, l'endroit dont on vient se, se, se répond à pas mal de critères. Donc, on va retourner dans le Cantal, un département particulièrement rural et préservé. Et donc, on a acheté rapidement une vieille ferme qui était dans un sale état, mais ça nous allait très bien. Et donc moi j'ai créé mon entreprise d'installation solaire. Ma compagne était institutrice. En même temps, on a fait 3 enfants. Et puis petit à petit, on a étudié un peu tous les sujets de l'autonomie. On s'est rendu compte que finalement, c'était plus la résilience qui nous intéressait. Et même depuis, il y a encore d'autres choses qui sont arrivées. On en reparlera, je pense. Et on étudie un peu tous les sujets, donc l'alimentation, la santé, l'éducation, l'énergie, etc. Et, et on a accueilli surtout, oui, c'est un peu ça le point déclencheur, c'est qu'on a accueilli beaucoup de woofers, parce qu'on s'est rendu compte que c'était par les rencontres qu'on se construisait le plus, qu'on avançait le plus. Ça, on l'a constaté aussi à La Réunion, parce qu'on a rencontré des gens très différents. Et ça nous a fait beaucoup de bien, ça nous a permis de beaucoup progresser dans nos réflexions. Mais comme on ne voulait plus et qu'on n'avait pas, on devait rénover une maison, éduquer 3 enfants, gérer une entreprise, etc., on ne pouvait plus trop se permettre de partir loin et de faire beaucoup de rencontres. Donc on s'est dit, bah, puisqu'on ne peut pas aller à la rencontre des gens, on va faire en sorte que ce soit eux qui viennent. C'est un peu facile, mais c'était très sympathique. Et donc on a donné la possibilité à des woofers de venir chez nous, de tester un peu notre mode de vie. Et il y en a beaucoup qui nous ont, on a eu des retours très très intéressants, et notamment des personnes qui se sont dit, bah, c'est vraiment intéressant de tester ce mode de vie. Nous, on aimerait bien le faire plus longtemps, et puis on aimerait bien apprendre, quitte à payer finalement pour ça. Donc on s'est dit, bon, bah alors peut-être on pourrait organiser des stages, et puis expliquer un peu tous ces domaines. Et voilà pourquoi, pendant quelques années, on a organisé des stages, notamment avec ta famille, Aurélien. Aujourd'hui, on n'a plus trop le temps de le faire, donc on a mis une pause un peu sur cette activité-là. Mais ça a été une période très riche, et j'espère un jour on pourra reprendre pour faire de nouveau toutes ces rencontres. Voilà un peu où on en est aujourd'hui, c'est que bah, nos enfants grandissent, donc on continue à passer beaucoup de temps avec eux, surtout que là ils commencent à partir, puisque le plus grand va partir l'année prochaine. Donc on aimerait bien profiter un peu de ça. Et on continue toujours à réfléchir sur, la résilience du territoire. Je pense qu'on en parlera aussi. Et essayer de trouver des solutions pour que la vie des humains sur cette planète ne soit pas tellement impactante qu'elles en viennent à détruire les écosystèmes, et puis toutes les conséquences qui en découlent, quoi. Voilà. Ouais. Ça va, c'était pas trop long? Non, nickel. Merci beaucoup pour cette présentation. Euh, Tu disais au début donc que tu as été vite militant et engagé peut-être pour Greenpeace. Ça m'a fait penser que bah, le week-end dernier, moi j'étais à la foire EcoBio à Colmar, et quand sur cette foire, on a eu la chance d'accueillir Paul Watson de Sea Shepherd, Ah qui oui! était un des fondateurs de Greenpeace aussi. Et ouais, il a vraiment un parcours très très intéressant, et puis il a évité la prison au Japon de Il avait chaud. peu, beaucoup grâce à la France a priori. Donc ouais, son parcours a été vraiment inspirant, et j'ai appris pas mal de choses, notamment sur les océans. Je savais pas en Bah, fait que ça, je finis juste oui, là-dessus. vas-y, Ouais, vas-y. je savais pas en fait que on parle souvent de la destruction de la forêt amazonienne, que c'est un peu le poumon de la planète, mais en fait que enfin une grande partie de l'oxygène est fait par les phytoplanctons et
par les océans, en fait. Et ça, c'est vrai que on n'en parle pas trop souvent et j'ai appris ça, en préservant les océans, on préserve aussi notre oxygène. Oui, bah, il a écrit, je crois que c'est son premier bouquin qui s'appelle Au nom des mers, que j'ai lu quand j'avais une vingtaine d'années, en 98, je me souviens. Et ça a été un tournant pour moi, où je me suis rendu compte que on pouvait aussi désobéir pour essayer de faire avancer les choses et qu'on pouvait plus attendre des gouvernements, des politiques. Qu'ils étaient trop lents et que d'ailleurs c'était pas vraiment leur vision d'essayer de protéger la planète et il y avait des personnes qui avaient décidé de prendre des risques énormes, dont Paul Watson, pour essayer Ouais. de faire avancer les choses et qu'il a eu des résultats qui n'ont pas souvent été relayés dans les médias, mais les résultats qu'il a obtenus sont hallucinants. Ouais, oui, il a réussi à préserver des puis on voit l'ampleur maintenant de Sea Shepherd aussi, c'est impressionnant. Ouais, donc ça c'est un bouquin que je conseille aux jeunes générations. Ça s'appelle Au nom des mers. Voilà. Et du coup, tu disais aussi donc, pour revenir un peu sur ton actualité, vous faites plus de stages. Toi, tu continues ton activité de diagnostic, résilience et Oui, alors ce qui se passe en fait, c'est que nous on s'est rendu compte, donc dans les années, quand on est parti dans ce projet-là, c'était en 2007. On s'est rendu compte que c'était très compliqué de partir dans un projet de création d'un écolieu, résilient et on a beaucoup galéré, on a perdu beaucoup de temps, on a perdu aussi du coup de l'argent. On s'est fatigué sur des sujets qu'on aurait pu éviter. Alors c'était très bien parce que ça nous a amené beaucoup d'expérience. Ça nous a permis aussi de faire des rencontres parce qu'on a dû faire des recherches, essayer de trouver d'autres personnes qui étaient aussi dans cette idée-là. Et, puis au bout d'un certain moment, on a eu pas mal de gens qui sont venus par les stages, par le WWOOFer, mais aussi par d'autres biais parce on a eu quelques reportages sur notre lieu, etc. Et en fait, des gens qui ont dit, en fait, on a les mêmes problèmes que vous. Est-ce qu'on pourrait partager un peu et donc je pensais pas proposer ça, mais au final, ça m'arrive encore régulièrement d'accompagner des familles qui décident d'acheter une maison et puis d'essayer de la rendre la plus résiliente possible, mais de pas savoir par où commencer, quels sont les meilleurs choix, comment financièrement essayer de trouver quelque chose qui soit en accord avec notre budget. Donc ouais. ça c'est déjà une activité, c'est que je conseille des familles au tout début de la démarche. J'ai d'ailleurs écrit un bouquin sur ce sujet qui s'appelle La maison résiliente. Et puis sinon, ma deuxième activité qui est là, purement dans le solaire, donc je suis plus installateur, mais je fais des accompagnements pour que les personnes installent eux-mêmes puissent avoir une installation solaire en auto-installation. Et puis je travaille aussi pour une entreprise qui fait de l'installation solaire où je fais la partie études et dimensionnement. OK, Voilà. cool. Et oui, oui, c'est vrai que j'avais pas précisé, mais que je t'avais aussi découvert grâce aussi aux vidéos de l'archipel, qu'il faut quand même, citer et mentionner, qui étaient super intéressantes et j'adore toujours ces vidéos qu'ils proposent. Toujours, des personnes, très inspirantes. Tu disais donc vous êtes, rentrés aussi de La Réunion et vous avez eu vos enfants, après? Enfin en métropole, je veux dire. Oui. Qu'est-ce que, est-ce que le fait d'avoir des enfants, ça a changé un peu ta vision? Ça l'a amplifié? Qu'est-ce que ça a changé à ta vision du monde, voilà, de l'autonomie, de la résilience, une fois Alors en fait, j'ai beaucoup réfléchi sur comme j'ai passé plusieurs années de ma vie à réfléchir sur la situation de la planète et de l'humanité, hem, quand j'ai décidé de passer à l'action, je me dis: «Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire, pour faire en sorte que la situation ne s'empire pas, et quelle serait l'attitude à avoir nous et donc forcément des futurs habitants de cette planète?» Et les futurs habitants de cette planète, en tout cas pour le humain, ce sont nos enfants. Et donc on peut pas, quand on a conscience de la situation, on peut pas, passer outre cette réflexion-là quand on réfléchit à l'éducation. Donc à chaque moment, alors par chance avec ma femme, on a les mêmes idées par rapport à ça et donc à chaque moment de l'éducation,
presque au quotidien, on se dit mais qu'est-ce qu'on peut amener pour que ces individus soient des acteurs utiles dans le monde d'après. Donc en fait, quelle est la conclusion? C'est que, en gros, je voudrais préparer mes fils parce que donc j'ai 3 enfants, 2007, 2009 et 2015, qui sont nés, et c'est 3 garçons. Et donc en fait, je voudrais les préparer au monde qui les attend. Le problème, en fait, c'est qu'on ne sait pas du tout à quoi il va ressembler ce monde. Donc quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour arriver à être le plus heureux dans le monde qui se prépare et le moins destructeur. Parce que je pense que c'est peut-être la base, arriver à être heureux et ne pas détruire le milieu dans lequel on vit, pour que l'écosystème puisse continuer à fonctionner et que les humains puissent continuer aussi à vivre dans ce milieu-là. Je pense que c'est ça la base. Et donc en permanence, on se dit, mais alors quelles sont les compétences, quelles sont les attitudes qu'il faut avoir pour arriver à ces fins-là? En gros, c'est ça. Alors je sais pas si tu veux parce que j'avais détaillé un peu, ça m'a permis de réfléchir justement et de mettre un peu en noir sur blanc sur toutes ces réflexions-là. Est-ce que tu veux que j'aborde les différents points sur lesquels on réfléchit quotidiennement? Enfin Ah bah quotidiennement, oui, avec ouais, plaisir, voilà. vas-y. Donc je pense qu'il y a déjà, il y a un point, alors après il y a pas de hiérarchie, hein. Il y a un point sur lequel on a beaucoup travaillé avec ma compagne, c'est la confiance en soi. Je pense que ça permet, Mmh. heu, ça permet après de pouvoir partir dans des zones d'incertitude. Si on est déjà, si on est déjà confiant, si on sait qu'on va pouvoir s'en sortir, on peut se retrouver dans des situations imprévues, sans des stress intenses. Et typiquement, je trouve que c'est une qualité qui n'est pas assez mise en avant. On est plutôt en permanence à essayer de taper sur les doigts de nos enfants en disant c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien ce que tu fais. Il faut être comme ça, il faut être comme ça. Plutôt de se dire bon, essaie de savoir qui tu es, comment tu fonctionnes, ce qui te pose problème et dans quel domaine tu es le plus à l'aise et que tu essaies de partir plutôt dans ces domaines-là. Pour ça, il y a un point qui est très important et qui est beaucoup mis en avant dans les pédagogies actives actuelles, qui sont la gestion des émotions. Donc la première chose à faire, je pense, je ne vais pas donner des leçons, hein, mais en tout cas, c'est des premières choses sur lesquelles on a travaillé, c'est déjà de nommer les émotions. Donc il y a plein d'outils qu'on trouve sur internet, qui permettent déjà de mettre des qualificatifs sur chaque émotion, puisqu'en gros, quand on demande à quelqu'un sur lequel on n'a pas forcément travaillé sur ce sujet-là, dans quel état tu es, il va dire en gros, je suis en colère, je suis pas content, je suis triste, voilà, enfin c'est très limité finalement. Déjà la notion de frustration, de savoir quand est-ce qu'on est frustré et pourquoi on est frustré, déjà rien que ce sujet-là, on devrait plus souvent le mettre en avant. Et te dire attends, pourquoi tu t'énerves là? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as pas une frustration? Cette frustration, elle ressemble à quoi? Elle vient d'où, et cetera. Déjà, ça, ce serait très bien. Donc d'amener un peu tous ces qualificatifs pour essayer d'être précis sur notre état émotionnel. Et ensuite, de la raison pour laquelle on est dans cet état-là. Donc ça permet de développer beaucoup de choses, mais notamment la confiance en soi. Il y a un point qui est important aussi. Alors, il n'y a vraiment pas de hiérarchie, hein, attention, hein, je fais ça parce que d'abord, on est plutôt contre les hiérarchies. C'est une base aussi. C'est l'humour. Donc ça, en fait, je me rends compte que l'humour vient dans l'éducation. C'est-à-dire que l'autodérision, essayer de prendre toujours du recul sur la situation et d'essayer de, mmh, de, mmh, de trouver toujours le côté marrant de la situation, va nous permettre, je pense, on se rend bien compte, alors ça dépend de l'âge des auditeurs, mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui se rendent compte que on rentre dans des périodes où c'est quand même de moins en moins drôle, même si on peut dire que la politique, il y a de quoi rigoler, mais on rigole jeune souvent. Et justement, de prendre du recul là-dessus permet de prendre un peu de hauteur et d'être moins impacté psychologiquement, je pense, par l'actualité, entre autres. Et je reviens juste sur l'humour pour te questionner, approfondir un peu là-dessus, notamment avec les enfants.
est-ce que, tu arrives aussi à distinguer un peu, quand ils vont rire et du coup se moquer de son frère, sa sœur, enfin dans la fratrie et de l'humour, l'autodérision, l'humour de soi? Est-ce que tu arrives un peu à placer le curseur en disant, ouais, bon là, tu peux rire, mais bon, rire de ton frère, c'est peut-être pas, tu vois, c'est peut-être pas le... Est-ce que tu as des petits tips là-dessus, des Mmh. petits... Sûr, bien sûr. Alors, justement, point important, c'est l'autodérision. Donc on commence par se moquer de soi. Hem Et dès que c'est justement, voilà, le curseur, c'est ça, c'est de se dire: «Attention, on peut pas se moquer des autres». Et là, je le vois justement, donc bon, ça, on en parlera, mais donc nos enfants, on a fait l'IEF très longtemps et puis, là, les 2 plus grands ont décidé d'intégrer l'école et ils ont découvert les blagues racistes. Ils savaient pas ce que c'était que les blagues racistes. Mais bon, voilà, tout le monde rigole de ça, donc ils rentrent le soir, ils disent: «Ah bah tiens, on a sorti une blague». Bon, pof, ils sortent une blague raciste, à table et c'était très intéressant parce que c'est un sujet sur lequel on n'avait jamais travaillé finalement, les blagues racistes. Et et donc là, à chaque fois, on dit: «Alors attention, est-ce que là, il y a du racisme?» Et je sais que par exemple, moi j'aimais bien dans les, quand je lisais des histoires à mes enfants quand ils étaient petits, plutôt que de dire, «Et dit le cochon dit ça et la poule dit ça». Moi ça me gonflait à chaque fois de renommer en permanence, les différents personnages, de faire des accents pour que à chaque fois, ils définissent un accent par rapport à un personnage. Du coup, ils disent: «Ah bah tiens, ça je sais que c'est le cochon qui parle» et cetera. Et alors, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, c'est très, très délicat d'utiliser des accents. Si on commence à imiter des accents, ça pourrait être taxé de raciste. Alors, je trouve ça très intéressant justement d'essayer d'en parler avec les enfants et de se dire: «Bon alors est-ce que si pour définir un personnage, je vais utiliser l'accent québécois, est-ce que c'est raciste? Et si je prends l'accent africain, est-ce que c'est raciste?» Tu vois? Donc c'est des sujets qu'on aborde souvent et avec humour, bien sûr. Mais je trouve ça assez passionnant de voir leur retour par rapport à ça. Et puis maintenant ils sont plus grands donc ils ont aussi, donc ils ont des, hélas, et peut-être on en reparlera aussi, mais avec les vidéos YouTube, il y a une autre forme d'humour qui arrive aussi. Et surtout, et ça c'est un point important aussi, les différents degrés d'humour. En fonction de l'âge, ils vont pas avoir ils vont rester au départ, ils sont souvent plutôt sur du premier degré. Puis on essaie justement d'amener, un peu plus de profondeur à l'humour. Et on se rend compte, par exemple, pour les jeunes parents, que les jeux de mots, c'est quelque chose qui peut arriver très, très tôt. Et nous, on expérimente ça aussi. Et on s'est impressionné déjà de voir les jeux de mots qui, comme ils comprennent bien. Qui commencent à recréer des jeux de Ouais. mots très, très tôt. Mais en revanche, on se rend compte pour accueillir des enfants, très souvent, bah, comme tout le monde, on accueille des enfants des autres aussi, de se rendre compte qu'en fait, non, le la blague, le jeu de mots, l'humour, c'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose qui s'éduque. Voilà, donc je pense que c'est un point qui est très important. Et de montrer les différentes formes d'humour. On peut montrer, présenter l'humour anglais. Moi, j'ai un peu de mal avec l'humour anglais, mais je trouve ça important de montrer qu'il y a plusieurs formes d'humour. Là, par exemple, avec les adolescents, c'est très drôle parce que, ils pensent que l'humour en dessous de la ceinture, c'est quelque chose qui ne se fait qu'entre, entre jeunes adolescents. Parce que nous, c'est pas tellement notre humour, mais comme maintenant ils sont un peu plus grands, on peut amener de temps en temps, des blagues où on va parler un peu de sexualité, sans que ce soit graveleux, mais on peut voilà, amener certaines choses comme ça. Et alors ils sont très surpris en disant: «Bah attends, normalement c'est entre nous qu'on fait ça, c'est pas avec des parents». Bah, pourquoi pas? Maintenant on peut te parler de sexualité, en tout cas, enfin la sexualité, on pourra en parler si d'ailleurs si tu veux. C'est quelque chose qu'on a évoqué très, très tôt. On a commencé très, très tôt de parler de sexualité, mais pas sous forme de blagues, que des ados peuvent faire un peu entre eux. Et donc ils sont surpris aussi, et je trouve ça intéressant aussi d'étudier ça, quoi. Ouais, faut peut-être pas que je sois trop long, hein, tu m'arrêtes, hein. Non, non, bah vas-y, vas-y, continue dans tes points. Donc, confiance en soi, humour, Voilà, et tu donc nous mets encore. l'humour, donc l'autodérision. Il y a un point sur lequel on insiste énormément, c'est l'honnêteté. Parce que je pense que c'est aussi ce qui gangrène notre société, le mensonge, la manipulation et cetera. Et donc on met un point d'orgue à, tout le temps, l'honnêteté. Alors on utilise régulièrement les accords Toltec, même si bon, c'est très théorique, mais d'essayer
dans nos paroles d'éviter le mensonge et d'être le plus honnête possible, même si c'est pas toujours possible. Possible. On m'a offert ça il y a pas longtemps. Voilà, mais ça c'est des points très importants. Mais c'est vrai que d'essayer d'éviter de colporter des rumeurs, des choses comme ça, de dire du mal des autres de façon gratuite et absolument pas constructive. Je trouve ça c'est important. Il y a un point aussi sur lequel on insiste beaucoup, qui est justement du coup, on pourrait considérer que c'est un peu l'opposé, mais en fait c'est pas vrai, c'est la critique. Essayer en permanence de prendre du recul, alors sur soi on en a déjà parlé, mais aussi sur l'actualité on en a aussi parlé, mais de critiquer. Et notamment il y a une chose qu'on a mis en place très tôt, qu'on fait un peu moins d'ailleurs maintenant, je pense maintenant il faudrait qu'on le remette plus en place. À chaque fois qu'on regarde un film ou un documentaire, derrière on va demander aux enfants de critiquer. Donc on a un formulaire d'ailleurs qui a progressé au fil du temps et puis au fil des rencontres parce que notamment je me souviens avec des woofeuses qui nous ont dit: «Ah, il manquerait un petit côté féministe là dans votre formulaire». Donc en fait, on a une petite dizaine de questions, même pas, je crois, je sais plus exactement combien il doit y en avoir 7. Et donc à la fin du film, on leur dit: «D'abord, dans quel état vous vous sentez? Quel état émotionnel? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce film-là? Est-ce que vous vous sentez en colère? Est-ce que vous vous sentez émotionnellement effondré parce que c'était très triste, et cetera, et cetera». Donc déjà de se rendre compte que, attention, un film nous met dans un état émotionnel. Et donc, si c'est une émotion de colère, par exemple, on peut peut-être soit sortir dehors, aller marcher dehors, et cetera, mais on va pas devenir agressif envers nos voisins de canapé simplement parce que le film il était hyper violent. Là, ils y sont pour rien, personne n'est pour rien. Donc à un moment, il faut aussi se dire attention, je suis dans cet état émotionnel pour des raisons artificielles, puisqu'un film crée une émotion de façon artificielle. On n'a pas réellement vécu la scène. Bon, sauf quand ça peut faire ressortir aussi des émotions qu'on a vécues. Donc, mais voilà, ça c'est important. Puis après de se dire bon alors d'où vient le film? Est-ce que c'est un film américain? Est-ce que c'est un blockbuster? Est-ce que c'est un film asiatique? Est-ce que c'est un film français? Il y a aussi le côté un peu culturel, qui est le réalisateur, les acteurs principaux, etc. Et alors, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le placement produit, parce que maintenant il y en a de plus en plus. Et c'est Ah très oui. drôle de se dire ah tiens là il y a eu un placement produit. On voit bien qu'il y a eu une grosse publicité pour la bagnole. Tout ça c'est l'esprit critique aussi. Te dire: «Attention, là, en train de se faire manipuler, j'ai très envie d'acheter une nouvelle voiture, mais c'est parce que je l'ai vue et qu'elle était mise en valeur dans le film». Il y a le côté féministe. Donc dans le côté féministe, il y a tout un tas, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je trouve ça intéressant. Il y a se dire, par exemple, donc il y a un formulaire officiel pour savoir si le film a été, féministe ou pas. Donc c'est par exemple, est-ce que dans les rôles principaux, il y a des femmes? Est-ce qu'on a retenu leur prénom? Et est-ce que, par exemple, je trouve ça très drôle, est-ce qu'il y a une scène où il n'y a que 2 femmes, il n'y a pas d'hommes? Et il faut que ces 2 femmes ne parlent pas d'hommes. Et on se rend compte qu'effectivement, c'est quand même assez rare. Ah, donc il y a tout un tas de questions comme ça, qui permettent de critiquer un peu et aussi d'apprendre de recul, par rapport à ce qu'on vient de vivre. Parce que c'est toujours surtout, dans des familles comme ça où on va travailler beaucoup sur l'émotionnel, on se rend compte que l'état émotionnel après un film est très particulier. Et de se dire, «Ah bah, tu viens de regarder un film où on a parlé de violence sur les enfants et maintenant c'est l'heure, tu vas aller te coucher», ben, on se rend compte qu'il y a pas eu d'accompagnement de l'émotion. Mmh. Donc c'est pas anodin. Et notamment les films Disney où on se rend compte qu'ils sont quand même particulièrement violents. Ah oui, et Et puis les morales sont les morales sont discutables. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui en parlent, surtout les anciens. Aujourd'hui, bon, on se rend compte que sur le côté féministe, ça a un peu progressé. Mais quand on prend les films des années 90, c'était quand même particulier. puis les Disney, j'ai l'impression qu'ils sont toujours obligés de tuer, soit le père ou la mère. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis c'est très rapide, il y a beaucoup de flash. Donc nous, on a banni ces films-là pendant toutes les premières années de nos enfants. Mmh. Et mais bon, aujourd'hui, forcément, les copains disent: «Ah bah, tu pas vu, le dernier Disney et tout». Donc bon, de temps en temps, mais enfin, ils en connaissent assez peu quand même. Mais de temps en temps, bon voilà, il y en a notamment un qui est sorti et que je trouve très intéressant, qui parle des émotions. Je vais pas faire de publicité, mais qui parle des émotions et que j'ai trouvé, très, très intéressant. Ah oui, oui, comment il s'appelle ce film, Il y en a 2, ils ont fait le 2 Et d'ailleurs, ils ont fait le 2, ouais, ouais, ouais. ouais. Mais je voulais pas dire le titre exprès, OK. justement. Donc voilà. Donc ça, c'est sur la partie, critique. Là, il y a aussi un autre point qui est important, c'est la propension à se satisfaire de petits moments de bonheur. Essayer de tu vois, par exemple, d'arriver en haut d'une montagne
de se dire, bah, regardez les enfants, voilà, comment est-ce que vous vivez ce moment? Et bah, moi personnellement, bah, je trouve que c'est un réel moment de bonheur. Se dire que là, on est libre, on a un endroit où il y a pas de publicité, il y a personne pour nous polluer avec, de la musique, avec des choses, qu'il y a juste la nature, qu'on a une vue, à 360 sur des kilomètres, là, on est nous-mêmes, qu'on ressent le chaud, le froid. Il y a notamment une petite méthode qui est très marrante, c'est qu'on se baisse et on regarde entre les jambes, et le fait d'avoir un paysage à l'envers, dans notre cerveau, va l'inscrire différemment et on va le vivre de façon différente. Donc c'est un petit jeu qui est marrant à faire quand il y a un beau paysage, c'est, de se mettre à l'envers et et de regarder à l'envers le paysage. Voilà, c'est des petites astuces, qui permettent de vivre le moment de façon un peu différente. Et de surtout éviter de dire: «C'est beau, je vais sortir mon smartphone et je vais prendre une photo, on va l'envoyer à mamie». Voilà, et de se dire: «Non, c'est beau, je le regarde, j'en profite, j'attends le coucher du soleil» et cetera et cetera. Mais Ouais, je fais une photo mentale, quoi, je l'enregistre dans ma tête. voilà, j'enregistre le moment et je me dis: «Bah, ça, c'est un moment de bonheur» et j'en profite. Voilà, et qui n'est pas artificiel. Je suis pas en train de faire les montagnes russes avec un truc ultra violent qui va me dire: «Oh, ah mais qu'est-ce que c'est chouette!» Non, c'est quelque chose de simple, gratuit, beau, et surtout, non impactant. Mmh. Voilà, sauf si on est monté en hélicoptère en haut de la montagne, bien sûr. Ouais, ça aussi je trouve, on a fait une rando, récemment et tu tu chies pendant quelques heures de montée, tu vois le beau paysage et bah, des fois selon les spots que tu choisis, bah, il est aussi accessible en voiture et tu en as qui sont là, qui descendent de la voiture, qui prennent leurs photos du même paysage que toi, mais ils le voient pas pareil. C'est pas pareil que quand tu Ah oui. de la voiture ou quand t'as escaladé pendant des heures, quoi. C'est comme ceux qui montent la tour Eiffel et qui prennent des escaliers avec ceux qui prennent l'ascenseur, je pense qu'ils voient pas le même paysage, quoi. Ah oui, et tu vois, on a commencé cet hiver à faire du ski hors piste, style, ski de rando. Bon, c'était avec des raquettes et des skis, mais peu importe. Et alors qu'on fait de temps en temps, parce qu'on est juste à côté d'une station de ski, donc une fois ou 2 par an, on va faire du ski de piste. Et les enfants forcément adorent ça, la sensation glisse, et cetera. Et là justement, donc un dimanche, je leur dis: «Bah là, on va prendre les raquettes, on va redescendre en ski». Donc les grands, ils ont dit: «Non, mais attends, on va faire qu'une seule descente dans l'après-midi, il est où le truc, quoi?» Et ils l'ont tous dit, ils ont dit: «Mais effectivement, en fait, la descente, elle est bien plus intéressante. Alors elle est plus courte, c'est pas balisé, c'est pas mach donc on galère un peu parce qu'on est au milieu des genêts, on finit dans la forêt et cetera, mais en fait, c'est bien plus intéressant, c'est bien plus beau, c'est bien plus vivant. On profite beaucoup plus du moment parce qu'on l'a mérité, parce qu'on est monté et on est monté à pied, on a galéré dans la montée, et ben la descente est vachement plus intéressante. Donc voilà, et ça c'est des petits moments comme ça, mais je trouve que c'est bien aussi de se le dire et de se dire: «Bah là c'est chouette, là, ce qu'on est en train de vivre, c'est chouette». Ouais. Donc voilà. Il y a un autre point aussi, c'est l'insoumission. Alors ça, attention, c'est hyper risqué. Enfin, c'est hyper risqué, non. C'est, c'est compliqué à gérer l'insoumission. Mais alors je me souviens justement hier, je lisais un bouquin, qui a été, édité par Anticor, et donc il y a une citation de Georges Bernanos qui dit: «Il faut beaucoup d'indisciplinés pour faire un peuple libre». Et précisément, c'est ça qu'il faut créer. C'est des personnes indisciplinées. Mais le souci, c'est que pour les parents, c'est particulièrement, douloureux. Parce que des enfants indisciplinés, on va être les premiers à souffrir de cette indiscipline, qui est parfois dangereuse. Une petite anecdote, une fois, on était dans un endroit extrêmement dangereux sur une bord de falaise, et comme on a appris à nos enfants à critiquer et de ne pas accepter, heu, aveuglément, les consignes, il y a un moment, on était sur le bord de la falaise et je lui dis: «Non, mais là, tu peux pas rester là. Il faut vite que tu partes et que tu viennes vers moi». Et il a fallu que je justifie pendant un quart d'heure que: «Mais non, tu vois bien que là, la montagne, machin, s'il y a un rocher qui tombe et machin». Et ça va être ça en permanence. Donc c'est épuisant parce qu'à chaque fois, l'enfant va se dire: «Je suis pas d'accord avec ce que tu me demandes, donc il va falloir que tu justifies avec, des arguments qui vont me convaincre». Et donc c'est souvent, long, fatigant. Mais c'est vrai que, le résultat, c'est qu'on va avoir des individus qui ne seront pas manipulables. En tout cas, pas aussi facilement, et je pense que ça, c'est extrêmement important. Mais Ah ouais, f je te rejoins que ouais, quand il y a un cadre,
voilà, de la sécurité, des fois tu pas le temps de te justifier. Il faut quand même qu'ils écoutent et ouais, quand la sécurité est en jeu, c'est Hein. ouais. Bah, il y a l'insécurité et puis il y a aussi le rapport à l'autre. C'est-à-dire que j'ai l'impression en tout cas que c'est en partie lié à l'IEF, c'est que nos enfants, bon, il y a aussi l'éducation, hein, bien sûr, mais nos enfants, vont voir, spontanément des adultes qu'ils ne connaissent pas, très facilement, qui n'ont pas ce fonctionnement-là. C'est normal, surtout l'ancienne génération, et donc ils considèrent que l'adulte doit avoir raison et qu'il n'a pas à se justifier face à un enfant qui a 4 ans, quoi. Et donc ça, on a vécu des moments où ça a un peu chauffé quand même, où, des adultes ont dit: «Mais d'où je dois me justifier devant un enfant, aussi jeune sur mes choix, sur quelque chose que je lui ai demandé?» Et bah, oui, il doit se justifier et bah, ça permet d'ailleurs de temps en temps de dire: «Bah, finalement, tu vois, c'est injustifiable ce que tu lui as demandé, donc laisse tomber». Mais ils aiment pas, hein. Les adultes détestent avoir tort face aux enfants et j'en fais partie, hein, d'ailleurs, c'est parfois très difficile pour moi. Alors il y a aussi 2 choses qui sont un peu particulières, c'est la dextérité. Ça, dans le monde qui se prépare, je pense que ça va être très important. Donc je reviens sur un point, c'est de se connaître, ça c'est vraiment primordial et de connaître son corps, de savoir l'utiliser. Aujourd'hui, je trouve que c'est pas assez mis en avant dans notre société actuelle. On travaille beaucoup l'intellect, un petit peu le sport, enfin de plus en plus le sport qui amène la dextérité, mais pas assez le travail manuel, je pense. Et ça, je crois que c'est très important de savoir utiliser ses mains, de savoir utiliser des outils, d'être créatif, et ça va amener donc la dextérité et la polyvalence. Il y a un sujet qui est que bon, moi qui m'obsède, on va dire, mais qui obsède beaucoup de gens, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va profondément modifier notre société, en tout cas tant qu'on arrivera à produire l'électricité pour qu'elle puisse fonctionner, parce que je suis pas sûr que ça ce soit possible. Ceux qui ont sorti leur calculette ont dit: «Mais on va avoir un problème parce qu'on n'a pas assez d'électricité sur cette planète pour alimenter tous les projets qu'on met en place». Mais toujours est-il que, l'intelligence artificielle, va impacter énormément de de métiers et va impacter nos attitudes aussi. Et donc il y a une chose qui va être compliquée de remplacer, c'est la polyvalence. Et donc d'avoir des individus qui, sont capables de faire un lien entre leur cerveau et le travail manuel, ça leur donnera énormément de force et de de capacité à pouvoir travailler dans la société qui se prépare. Avec l'intelligence artificielle, c'est sûr, et aussi, si notre société, tend comment dire? À diminuer son niveau de technologie. Je sais pas Mmh. comment le dire de façon diplomatique, mais se dire Je peut-être on je me aura besoin souviens de je me plus de souviens nomades. d'une anecdote aussi pour parler de la dextérité où tu nous avais fait, je crois, une fois pendant le stage, ranger un peu, on t'avait filé un coup de main pour ranger un tas de bois et tu avais dit, «Ah bah, je vois et que ceux qui viennent, s'ils ont joué au Lego ou pas dans leur jeunesse, s'ils savent empiler un tas de bois ou s'ils savent pas Ah empiler oui. un tas de bois». Ah oui, oui, c'est sûr. Ouais, ouais. Et oui, ça on se rend compte que bah, alors les Lego par exemple, un Lego qui est un outil, très, très, très important je trouve à mettre en place avec les enfants, notamment les Lego techniques. Commencer avec les Lego classiques et puis passer aux Lego techniques, ça va leur servir toute leur vie. Hem et pour des dans des situations aussi bêtes qu'effectivement monter un tas de bois. Mais finalement aujourd'hui, quel est le pourcentage de personnes qui a besoin de monter un tas de bois? C'est assez faible finalement. Et pourtant je pense que c'est une compétence à avoir. Donc voilà. Voilà, ça c'est le sujet de la dextérité. Et puis après, alors est-ce que j'ai évoqué les différents points? Est-ce qu'on peut passer sur le oui, alors il y en a un qui est assez basique, mais qui s'éduque, c'est la générosité. Par exemple, je me rends compte que pour moi c'est une évidence, mais finalement ça l'est pas. Je vois bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas ce fonctionnement-là. C'est par exemple se dire, bah, puisque mon enfant passe la tondeuse dans le jardin, il a fait un travail, je vais le rémunérer avec de l'argent. Je me rends compte que ça influe une attitude qui va être une recherche permanente de rentabilité.
sur une activité. Et ça, je trouve ça, un peu dommage. Et donc nous, par exemple, nos enfants, on leur dit voilà, on va donner un coup de main à quelqu'un, c'est du pur bénévolat. C'est-à-dire, dans mon travail, je suis payé, mais hors de mon travail, je ne veux pas être payé. Même si ça concerne des compétences en rapport avec mon métier. C'est-à-dire que ça m'arrive d'aider un copain à mettre des panneaux solaires sur son toit, c'est une compétence professionnelle, mais je le fais pour l'aider parce qu'il m'aide aussi, parce que de toute façon, bah, il a pas d'argent non plus, donc je ne pouvais pas lui proposer une prestation payante. Donc voilà, il n'y a pas d'histoire d'argent. Et si jamais mes enfants viennent m'aider dans cette situation-là, ils n'auront évidemment aucune rémunération. Et ça, je pense que c'est un point important. Après, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Et, je suis prêt à en discuter, il n'y a Bah, pas de c'est souci. Mais l'éducation, ouais, punition, récompense, quoi. C'est un peu dans ce sens-là, effectivement. alors oui, Ouais. oui, même si, alors c'est le point que je voulais aborder après. Le mécanisme de la récompense, tu vois, au départ, dans le choix d'éducation, l'histoire de punition-récompense, on se dit non, mais ça c'est destructeur. On va essayer d'éviter à tout prix ces mécanismes-là. Et puis on est tombé sur un bouquin dont je voulais te parler, notamment à la fin. Peut-être qu'on en reparlera, qui s'appelle comment le bug humain, qui explique que dans le fonctionnement profond de notre cerveau, ce n'est que principalement récompense et aussi un peu punition. Donc finalement, on est programmé au fond de notre cerveau pour fonctionner comme ça. Alors c'est un peu dommage, bien sûr, mais ça veut dire qu'on va avoir un réflexe naturel euh, de fonctionnement de cette façon-là. Et c'est vrai que suite à la lecture de ce bouquin, on a un petit peu changé et on essaye, parce qu'on essayait à tout prix d'éviter tout le temps le chantage, la récompense, etc., qui est évidemment quelque chose qu'il faut plutôt éviter. Mais on se rend compte que de temps en temps, bon, c'est pas quand même un réflexe naturel. Et Ouais. donc ça m'amène justement à la dernière réflexion qui est encore, moi c'est une réflexion presque quotidienne, mais qui m'influence moi dans ma façon de de réagir, dans ma façon de réagir aussi avec, avec d'autres individus, mais aussi beaucoup dans l'éducation, c'est, l'inné et l'acquis. Ce qu'on appelle aussi l'instinct. C'est-à-dire qu'il y a quand même un point qu'il faut bien avoir en tête. Bon, même si, je pense qu'il y a des personnes, qualifiées d'ailleurs qui pourront critiquer ça, mais bon, ça fait pas consensus, hein, mais, notre cerveau, donc nous on est des homo sapiens sapiens, notre cerveau a pas énormément bougé dans sa taille et dans son poids depuis, 300 000 ans. Il y a une partie de ce cerveau qui s'appelle non, c'est dans le cerveau reptilien, mais enfin c'est la partie instinct, qui est une partie qui bouge pas vraiment, qui n'évolue pas beaucoup, qui n'est pas plastique. Ce qui n'est pas le cas d'autres parties du cerveau qu'on va faire, qui peuvent évoluer au fur et à mesure du temps, et puis que nous-mêmes on va faire évoluer en fonction de ce qu'on a vécu, etc. Donc d'ailleurs, toutes les parties du cerveau ne fonctionnent pas de la même façon par rapport à ça. Mais la partie instinctive, donc ce qu'on peut appeler l'inné, va plus ou moins influencer nos actions, nos façons de réagir dans certaines situations. Et ça, on se rend compte. Alors, on s'en rend compte si on veut parler du sujet de l'éducation, dès la conception. On se rend bien compte que l'acte de conception, c'est quand même quelque chose qui est assez instinctif. La grossesse, pour ceux qui ont vécu une grossesse, on se rend compte quand même qu'il y a des moments où on a des réflexes assez animaux et assez surprenants. L'accouchement, alors là, bon, c'est hyper monitoré aujourd'hui et suivi par des gens qui sont très compétents, hein. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est que on a essayé d'enlever un peu le côté instinctif de Et ça a été l'accouchement. entièrement médicalisé et effectivement, j'ai fait un épisode entier là-dessus avec Anita pour, voilà, nous on a vécu un peu les 2 accouchements, un peu, l'accouchement naturel et l'accouchement assisté à la maternité et ça a changé Anita, quoi. Le fait de se retrouver sa puissance de femme et d'avoir un accouchement naturel. Voilà, c'est ça. Ah beh, tout à fait. Et c'est là, justement, dans l'accouchement naturel, on va essayer de faire ressortir le côté instinctif, puisque on peut imaginer quand même, là, je pense que c'est pas tellement contestable, de dire que on est programmé. Alors, quand je dis on, c'est que les femmes, hein, mais parce que les hommes, juste, d'ailleurs, on peut en discuter, mais on n'a pas le temps de parler de tout ça, mais c'est vrai que pour le coup, les hommes, là, sur le côté instinctif, ils sont complètement à la ramasse sur la partie accouchement pur. C'est pour ça que d'ailleurs, en général, on essaie plutôt de leur demander de pas trop intervenir. Eux, ils vont utiliser leur cerveau pour essayer d'aider l'accouchement et c'est justement ce qu'il faut pas.
Mais en tout cas, la femme, au fond d'elle, elle est particulièrement prête pour l'accouchement. Donc si elle laisse le côté instinctif travailler, sauf en cas de problème, hein, bien sûr, on se rend bien compte que quand même, il y a quelque chose de naturel qui va se passer. Donc voilà. Et puis après, dans l'éducation, bien sûr, il y a tout ce côté instinctif. Et donc, je trouve ça très intéressant d'essayer de définir à chaque fois qu'on va faire un choix, de se dire, attention, ce choix-là, je le fais parce que c'est mon acquis, c'est mon éducation, c'est ma culture, c'est mon expérience qui m'amène à me dire, bah, je fais le choix A plutôt que B, ou est-ce que c'est mon instinct qui est en train de me dire, tiens, je vais faire ça. Typiquement, il y a un réflexe dont on entend souvent parler qui est en période dans une situation d'urgence et de danger, de fuir ou combattre. Je sais pas, tu as déjà dû entendre parler de Ouais, cette ouais. phrase, fuir ou combattre. Voilà. Ouais, tout le temps. Ça, typiquement, c'est instinctif. Sauf que le problème, c'est que l'instinct les réflexes instinctifs vont être d'autant plus puissants dans des situations particulières. Par exemple, dans des moments de colère, dans des moments d'urgence, dans des moments, je l'ai noté ça parce que je voulais oui, donc il y a notre façon de réagir va être modifiée dans ces situations-là. Donc je reprends, ça va être le moment de danger, le moment de colère, particulièrement aussi quand on n'est pas nous-mêmes, donc par la prise de drogue, et aussi dans une situation bien particulière qui est le phénomène de groupe. Et donc, je trouve ça intéressant de se dire, alors si on prend par exemple l'exemple de la sexualité, sous emprise de drogue, on va avoir le côté instinctif, donc pour l'homme en particulier, mais bon, pas seulement, mais pour l'homme en particulier, donc un côté un peu prédateur, extrêmement nocif, je pense, puisque la sexualité, c'est instinctif, mais le consentement, ça ne l'est pas. Et c'est dommage parce qu'il faut faire un lien entre les deux quand même. Et bah, par exemple, dans les phénomènes de groupe, on se dire bah, c'est pas parce que là je vois que tout le monde est en train de se sauter dessus dans cette soirée où tout le monde est alcoolisé que moi je vais sauter sur tout le monde. Non, parce que c'est répréhensible et que ça se fait pas et que c'est destructeur, etc. Donc il y a un moment il faut se dire attends ça c'est mon instinct qui me pousse à avoir cette attitude-là. En plus je suis dans une situation où je suis drogué puis il y a le phénomène de groupe. Donc à un moment il faut que le côté raisonnable reprenne le dessus en disant non, ce que je fais, ce n'est pas bon. Mais c'est pas toujours le cas, c'est-à-dire que le côté instinctif peut être aussi franchement utile dans plein de situations. Mais je pense que c'est bien d'en avoir conscience, de se dire attention, le choix que je suis en train de faire, là, il est instinctif. Est-ce qu'il est aussi raisonnable? S'il est raisonnable, s'il n'est pas raisonnable, bon, bah, j'essaie de trouver une autre voie, un autre choix. Et je trouve ça important, enfin, je trouve ça intéressant de l'étudier avec les enfants et de se dire, voilà, ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est vraiment contre-type, etc. Notamment, je me souviens que là, il y a quelques jours, j'en ai parlé avec un enfant qui voyait un autre enfant manger une banane et qui était là à dire ah, je veux une banane et tout. Donc, il était jusqu'au point d'essayer de piquer la banane de l'autre enfant. Et je lui dis mais est-ce que réellement tu avais faim? Pourquoi est-ce que tu as envie de cette banane? Et je lui ai parlé du réflexe instinctif qui s'appelle l'apprentissage par l'imitation. De se dire en fait, au fond de toi-même, tu vois quelqu'un qui mange une banane, il a l'air content de manger cette banane. Du coup, tu as un réflexe instinctif de te dire, bah, s'il est heureux en mangeant une banane, bah, moi, du coup, il faut que je mange une banane aussi. Alors, c'est pas très grave, c'est une banane. Le problème, c'est que le mécanisme de la publicité utilise ce réflexe instinctif. On voit un mec avec une grosse bagnole et qui a un grand sourire, on se dit, oh punaise, il a un grand sourire, il a l'air heureux, ce gars-là, parce qu'il a la grosse bagnole. Donc, moi, je veux la grosse bagnole. Et de se dire, mais non, en fait, cette grosse bagnole, j'en ai absolument pas besoin. Puis en plus, c'est complètement con d'acheter cette grosse bagnole. Mais c'est mon réflexe instinctif, donc j'essaie de se dire non, non, mais ce n'est pas raisonnable et je n'ai réellement pas envie de cette grosse bagnole. En tout cas, je n'en ai pas besoin. Et en permanence, c'est intéressant de se dire attention, qu'est-ce qui est en train d'orienter mes choix? Voilà. Et donc ça, je trouve que dans l'éducation, c'est un point sur lequel ça peut être intéressant de l'étudier et d'à chaque fois de dire aux enfants voilà, t'es dans quelle situation là? Ah ouais, c'est fort ça, un peu pour pas qu'ils se fassent influencer par la pub quoi, comme tu disais. Voilà, c'est ça. Alors, il y a la publicité au départ. Alors, on est matraqué en permanence, surtout pour ceux qui habitent en ville. Mais hélas, aussi par nos enfants qui sont, comme ils disent, matrixés par les vidéos et
et donc les publicités qui sont amenées à ça. Alors notamment, il y a une attitude à faire, c'est qu'en fait, il existe plein de systèmes de bloqueurs de pub qui sont, pour moi, je trouve ça primordial de faire sauter tous ces systèmes, de faire sauter toutes ces publicités. Mais après, ça va plus loin puisque la politique aujourd'hui utilise énormément les manipulations. Faut bien avoir en tête que on a dépensé des milliards pour comprendre le fonctionnement du cerveau, mais ceux qui ont dépensé le plus, c'est les publicistes, pour essayer d'inscrire un besoin en passant la barrière du conscient. Et donc c'est à nous de se dire attention, attention, là, non. Je vois bien que je suis en train de me faire manipuler. Et je me souviens, le plus petit, là, donc celui qui est né en 2015, je me rappelle plus exactement quel âge il avait. Ah si, je me souviens. Alors, une anecdote qui est quand même assez marrante, c'est qu'en fait, forcément, on les a manipulés sur le fast-food, en leur disant que c'était de la mauvaise nourriture, etc., etc. Et on s'est rendu compte avec ma femme qu'ils étaient tout le temps en train de critiquer le fast-food en disant oh là là, tu vas manger dans des fast-food, bon machin. Et il y a un jour, on s'est dit, mais attendez les gars, vous êtes en train de critiquer quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous n'êtes jamais rentré dans un fast-food. Donc, on va le faire. On était en vacances. Donc, on s'est dit, parce que on s'est dit, si jamais on va dans un fast-food dans la ville où on est, forcément, on va tomber sur quelqu'un qu'on connaît et on va avoir le droit à des réflexions. Il va falloir se justifier. Bon. Donc, on a profité d'une période de vacances. On est allé dans un fast-food. Et, alors en plus c'était pendant le Covid, donc c'était une ambiance très particulière. Alors les enfants n'ont pas pris d'hamburger. J'ai dit, mais attendez, on est dans un fast-food, mais prenez le pire quand même. Comme ça, vous aurez des arguments. Si ça se trouve, vous allez trouver ça bon d'ailleurs. Mais prenez le pire. Ils ont refusé. Donc, ils ont essayé de trouver tout ce qui était bio en plus, et ils n'ont pas pris d'hamburger. Bon, moi, je leur dis, écoutez, les gars, puisqu'on y est, moi, je prends un hamburger. Et alors, forcément, dans le fast-food, il y a de la manipulation en permanence où on leur dit, si jamais vous prenez tel menu, vous avez le droit à un jouet, puis là, vous pouvez aller jouer dans tel endroit, puis bon, enfin, tu vois un peu le mécanisme Ouais. du truc. Et les enfants ont refusé de manger à l'intérieur et sont allés manger dehors dans la voiture parce qu'ils se disent, non, non, mais nous, on n'aime pas cette ambiance-là. Et le plus petit qui devait avoir, donc si c'était en 2020, donc il avait 6 ans. Donc il arrive, il voit la petite marionnette, le machin et tout, puis il dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on se fait manipuler dans ce fast-food? Alors que on l'avait pas présenté comme ça, en tout cas pas ce jour-là. Et tout de suite, il a dit, mais non, moi je veux pas prendre ce menu parce que ce jouet-là m'intéresse pas. Moi je veux ce menu-là parce que c'est une compote bio. Et donc enfin instinctivement, non, du coup c'est pas le bon terme, mais naturellement, il a parlé de manipulation. Je me suis dit quand même, ils sont quand même bien formatés, mes enfants, hélas, aussi dans ce sens-là. Bon, ça va leur être utile, mais je me rends compte qu'il y a quand même un moment où il faut dire, attendez, critiquez aussi l'éducation qu'on vous a proposée. Je pense Oui, que ça, c'est important aussi. Mmh. Voilà, sur la manipulation, je pense que ça, c'est un point qui est très important, en tout cas sur lequel on essaie de travailler. OK. Est-ce que tu as fini tes points? Parce que je voulais te poser d'autres questions tu disais que tu avais pris beaucoup de temps, pour toi, pour réfléchir à l'état du monde et est-ce que tu peux en revenir aussi, toujours dans l'éducation, donc l'IEF, heu, pour ceux qui non, tout le monde qui me suit sait que l'IEF, c'est instruction en famille, donc l'école à la maison. Vous, qu'est-ce qui a, toi, je pense que tu as vécu une scolarité normale ou tes parents t'ont déjà fait l'IEF. Vous, qu'est-ce qui a été le déclencheur? Pourquoi vous l'avez pas mis à l'école? Je crois que vous avez fait donc tu disais tes grands maintenant sont rentrés au lycée et ont réintégré le parcours scolaire. Mais donc ça sera aussi intéressant d'en parler après. Mais la genèse du truc, qu'est-ce qui vous a fait passer à l'IEF et pourquoi? Est-ce que c'était une raison d'autonomie? Enfin voilà, si tu peux nous détailler un peu ça. Alors, c'est un détail, mais peut-être pas tant que ça. Moi, j'ai eu une scolarité chaotique. Je rentrais pas dans les cases et donc ça s'est pas très bien passé. J'ai quand même pu faire des études, pas des grosses études, mais j'ai quand même pu faire des études, mais ça a été très compliqué pour moi. Donc ça, c'est un vrai problème personnellement, moi, pour l'IEF, puisque régulièrement, j'ai dû le faire et ça m'a ramené vers des blessures et donc ça a été et c'est encore le cas. La semaine dernière, ma compagne est partie en formation, donc j'ai dû faire l'école à mon petit dernier et c'est toujours très compliqué pour moi. Donc je trouve que ça, c'est aussi important quand on part dans ce choix d'IEF, de se dire: «Ben, moi, j'en suis où?
quelles sont mes envies, quelles sont mes capacités, etc. Parce que c'est loin d'être simple. Mais c'est plutôt ma compagne qui a fait le choix de l'IEF. Alors elle est passionnée d'éducation. Elle a fait son mémoire sur les pédagogies actives. Elle a passé le concours de professeur des écoles. Elle a été instite. Elle a été instite dans un quartier chaud de La Réunion. Et pourquoi je précise ça? Parce que du coup, elle a pu faire les choix pédagogiques qu'elle voulait. On lui a dit, il parle déjà. Alors, il faut arriver. Alors, apprendre à parler en français, mais il ne parle pas français. Et il y en a même qui ne parlent pas créole. Il parlait même que maoré. Donc, ça fait une grosse marche Mmh. et des grosses difficultés pour arriver à ce qu'à la fin du CP, ils soient au même niveau que des enfants qui soient à Neuilly, par exemple, parce qu'ils ont le même programme. Donc on lui a dit: «Vous faites ce que vous voulez tant qu'on arrive à peu près à quelque chose, ce sera bien». Bon, elle a eu des résultats exceptionnels en utilisant des pédagogies actives. Par exemple, juste un détail, en laissant la possibilité aux enfants trop fatigués de dormir, par exemple. En CP, on ne le fait pas, c'est pas possible, on peut pas se permettre de ça. Mais en même temps, un enfant qui ne mange pas et qui ne dort pas ne peut pas travailler. Voilà, c'est un détail, hein, il y a énormément de choses et elle a fait tellement de choses en place, je saurais même pas faire la liste. Et elle a eu la possibilité, la deuxième année, de monter avec sa classe, donc elle a pu lui suivre et donc elle a réussi à avoir la même classe pendant 2 ans, avec des résultats qui ont fait que l'inspecteur, elle a eu les félicitations de l'inspection. Bon. Donc on a quitté l'île de la Réunion, on est revenu en métropole. À ce moment-là, bon, elle était enceinte, donc elle a pris un congé parental. Elle a repris l'école juste après et elle n'a pas réussi à mettre en place, elle voulait faire la même chose, elle n'a pas réussi à mettre en place les mêmes méthodes. Alors c'est pas à cause de l'inspection, mais c'est à cause des parents qui ont refusé en disant: «Non, non, mais les enfants n'ont pas à passer autant de temps en forêt, il faut qu'ils aient des devoirs et cetera». Alors dans la réalité, ils n'ont pas à avoir de devoirs à cette période-là, mais bon. Et donc pour elle, ça a été assez douloureux. Elle s'est dit: «Bon, bah, je vais prendre un peu de temps, pour réfléchir justement à la façon d'appréhender, cette problématique-là». Et du coup, elle s'est dit: «Bon, bah, je vais faire l'école à mes enfants et puis on verra après». Et c'est comme ça qu'on est rentré dans l'école à la maison, avec évidemment, mais comme quasiment tout le monde, beaucoup de pédagogie active, donc Montessori, Freinet, tout ça. Je pense que tout le monde, bah, dont tout le monde connaît pas forcément, mais enfin, bon, tous ceux qui font un peu l'IEF, à un moment ou un autre, ont dû tomber sur ces méthodes-là. Alors moi, je me suis, cantonné surtout à fabriquer les objets, mais là, notamment, on parlait de dextérité tout à l'heure. Si tout le matériel Montessori, on l'achète, c'est un budget conséquent, alors que souvent, on peut le faire soi-même. Et de fabriquer ces outils-là, notamment avec les enfants, pour certains, ça leur permet, eux, d'apprendre à utiliser leurs mains et ça permet de faire des économies et puis de faire évoluer le matériel pédagogique avec l'âge. Donc ça, ça a été surtout ma participation, moi. Mais sinon, c'est plutôt ma femme qui a travaillé beaucoup sur cette partie-là, sachant qu'il faut l'avoir quand même en tête, je pense, même si c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, c'est quasiment un plein temps quand même. 3 enfants, en IEF, il y a une personne du couple qui va considérer quasiment, toute sa journée à travailler là-dessus. Donc c'est Ah ouais, pas ça c'est c'est clair. pas rien quand même. Enfin, toi, je pense que tu connais bien le truc, mais c'est vrai que c'est pas anodin et de se dire: «Bon, on fait l'UEF, ça va le faire». Non, non, il faut quand même consacrer du temps à ça. Ça répond à ta question? Ouais, ouais, donc ça répond à ma question et du coup maintenant, ouais, donc vous avez pu faire l'IEF toute la scolarité de vos enfants, donc qui sont grands maintenant. Et donc l'étape, souvent ce qui fait peur, les a priori qu'on a, donc déjà c'est: «Ah mais tu vas faire l'IVF jusqu'à quand?» Déjà l'étape du collège, est-ce que tu vas avoir les capacités? Est-ce que il y a plein de matières, le lien social, enfin toutes les a priori qu'on peut avoir. Donc vous avez fait l'IVF jusqu'au bout et donc si tu peux nous parler, bah, peut-être un peu de ça, si tu as des anecdotes ou des choses à dire là-dessus et après nous dire effectivement la transition d'enfants toujours instruits à la maison, comment ça s'est passé quand ils intègrent le système scolaire, les difficultés, les réussites, voilà. Pour nous, c'était très important de leur préciser dès le départ qu'on faisait l'école à la maison, mais que si une des 2 parties, donc soit les parents, soit les enfants, souhaitaient intégrer l'école, ce serait le cas. Et c'est arrivé. C'est arrivé, je me souviens plus exactement, je crois que c'était en CP, le plus grand, qui a un caractère un petit peu fort,
ne voyait plus de motivation à faire l'école à la maison et donc avec, ma femme, on a décidé de le faire intégrer l'école. Sachant qu'au passage, nous, on vit dans un petit village, mais que l'école, de ma fenêtre, je la vois. Donc on est vraiment juste à côté et hem et donc il a intégré l'école. Il a intégré l'école pendant quelques semaines, je me souviens plus, mais ça a été très, très court parce que tout de suite, d'abord, il a compris que, il était plus le seul élève dans la classe, donc il pouvait plus se permettre de poser des questions toutes les 2 minutes, parce que lui, c'est vraiment son cas. Le troisième aussi, il fonctionne aussi beaucoup comme ça. Donc là, c'était plus possible et c'est normal. L'institutrice, elle peut pas répondre à une question toutes les 2 minutes. Il y a 25 élèves, c'est pas possible. Donc je la blâme pas, hein, elle faisait très bien son travail. Mais lui, il se disait: «Mais comment ça se fait qu'elle répond pas à mes questions? Comment ça se fait que je puisse pas me lever n'importe quand? Comment ça se fait hem, que Respecter on les horaires. voilà, il faut respecter les horaires» et surtout, et ça fait partie des gros avantages de l'école à la maison, c'est de pouvoir évoluer à son rythme. C'est-à-dire que quand il a terminé la préhistoire, bah, il voudrait pouvoir passer, je sais pas moi, à l'Antiquité et puis, se dire: «Bah non, attends, là, c'est pas au programme, hein, on s'arrête à la préhistoire. Après, on va passer à autre chose, mais, on peut pas continuer l'histoire comme ça». Ce que l'école à la maison le permet, mais c'est pas une critique du système scolaire, c'est simplement le système scolaire, c'est évident qu'on ne peut pas se permettre de faire ça. On peut pas, tout le monde doit arriver à peu près au même résultat à la fin de l'année, donc voilà. Mais lui, forcément, il ne comprenait pas ça et c'est un peu castrant forcément, hein, forcément. Hem, dans un sens comme dans l'autre, puisque c'est un enfant on a 2 enfants sur les 3 qui n'ont pas trouvé l'intérêt de la lecture au moment où c'est défini par le programme et donc ils ont appris à lire beaucoup plus tard. Lui, il est rentré, donc je crois que c'était le CP ou le CE1 et en lecture, il était très, très en retard, descendait d'une classe pour faire la lecture et il montait de 1 ou 2 classes pour les maths, je crois que c'était ça. Bon, c'était l'enfer pour l'instit. Je comprends tout à fait. Mais bon, l'avantage, c'est qu'il a vu un peu le fonctionnement, il s'est rendu compte que les récrés étaient courtes, que, bah, il pouvait pas avancer à son rythme et cetera. Il s'est dit: «Bon, OK, d'accord, je reviens à la maison». On a eu de la chance parce que le système scolaire nous a été très à l'écoute, le maire aussi, puisque intégrer une école en plein milieu de l'année, tout ça, c'était quand même pas très simple. Donc tout le monde a été vraiment très sympa avec lui puis avec nous et donc il a eu la possibilité de rentrer dans cette classe, puis d'en sortir très facilement, très rapidement. Et donc, ça lui a permis de se dire: «Bon, OK, je vois la chance que j'ai de pouvoir fonctionner à mon rythme» et donc ça s'est plutôt mieux passé, même s'il a mis encore des années avant d'intégrer la lecture, jusqu'à arriver à un point où forcément, il y a un moment, il y a eu un point de bascule et je crois que c'est quasiment toujours comme ça et qu'après on a dû dire: «Maintenant, il faudrait que tu arrêtes de lire, il faudrait qu'on passe à autre chose, il y en a marre, tu es tout le temps la tête dans tes bouquins» et cetera. C'est pour ça que, bon, il y a pour ceux qui font l'IEF, si jamais vous vous rendez compte que vos enfants n'intègrent pas la lecture au bon moment, pas d'inquiétude. Si vous-même, vous aimez lire et que vous leur montrez que vous aimez lire et que ça a beaucoup d'intérêt et donc surtout, bon, le plus important, je pense, c'est d'éloigner les écrans parce que c'est ça qui bride tout. Ils vont intégrer la lecture sans problème jusqu'à ce que ça devienne un problème d'ailleurs. Nous, ça a été notre cas. Je Ouais, pense bah, que nous c'est un peu pareil. Ça me fait penser vraiment, notre, notre aîné, on a commencé l'IEF pour lui la première année de CP, donc lui, il a connu l'école à la donc les 3 années de maternelle et c'est lui le plus virulent quand on dit, éventuellement qu'on veut les remettre à l'école, alors que les autres n'ont pas connu, l'école et on a fait un test là justement parce qu'on avait eu un nom, on les a aussi mis, une journée à l'école pour voir, pour les adapter au cas où on soit vraiment obligé de les remettre. Et bon, ça s'est super bien passé et instinctivement, j'ai envie de dire, elles ont dit: «Ah ouais, c'est super l'école» parce qu'elles sont allées une journée et après on leur a dit: «Mais c'est tous les jours comme ça et si vous faites ce choix-là, c'est aussi renoncer à tous les activités IEF qu'on fait à côté» et après quand elles ont pesé le pour et le contre, elles ont aussi décidé de rester en école à la maison et après pour le sujet de la lecture, effectivement, nous, notre aîné, il a eu du mal, à apprécier la lecture et je j'ai pas conscience de qu'est-ce qui a vraiment fait le déclic, mais quand il a eu le déclic, maintenant il bouquine, donc il a le même âge que ton dernier, il est de 2014, je crois qu'ils ont 1 an d'écart. Non, il est 2015 aussi, je dis n'importe quoi. Hem C'était le mariage en 2014. Hem et ouais, du coup, il dévore des romans maintenant, et presque on doit se battre avec lui le soir pour qu'il éteigne la lumière et qu'il veuille bien dormir parce qu'il est pris dans ses bouquins et il bouquine, il bouquine, il bouquine. ah oui, oui. Ah ouais, c'est pour ça, je ne peut pas forcément s'inquiéter, mais après c'est vrai que c'est compliqué parce que
Hem, Notamment, finalement, je trouve que là où c'est le plus gênant, c'est pour les sous-titres. Parce que, c'est important pour nous que les enfants voient les films en version originale, sous-titrée et si la lecture arrive tardivement, bah, ça veut dire qu'on peut pas trop regarder tous ces films-là, quoi et je trouve ça un peu dommage. Mmh. Mais finalement, par le jeu de société, on fait beaucoup de jeux de société. Là aussi, il se dit: «Ouais, c'est un peu pénible, je suis obligé de donner la carte à quelqu'un pour qu'il la lise». Bon, Ouais. donc ça, c'est voilà, c'est sur la petite anecdote du retour à l'école de façon, temporaire. Et ensuite, donc le plus grand, à la fin de la troisième, m'a dit: «Bon, moi, déjà, j'aimerais bien passer le brevet». Et mais alors il savait pas du tout, comment préparer un examen et il a été à un niveau de stress tellement énorme qu'il a raté son brevet alors qu'aujourd'hui, il est en terminale, il a 15 de moyenne donc c'était pas un problème de niveau, mais clairement juste de gestion de stress. Donc c'était très intéressant qu'il passe le brevet, pour qu'il se rende compte ce que c'est qu'un examen et je pense que le bac du coup va se passer beaucoup mieux et puis il gère beaucoup mieux le stress. Bon, mais bon. Hem, donc il a intégré la seconde. Ça s'est très, très bien passé. Bon, sachant que, pour le côté social, nos enfants ont fait énormément d'activités, du cirque, du sport, du machin et aussi un point important, c'est les Éclaireurs de France. Donc nous, on était aux Éclaireurs de France. Pour ceux qui connaissent pas, c'est du scoutisme laïque et mixte. Hem, donc c'est les valeurs du scoutisme, mais en gros, pour simplifier, c'est surtout vivre ensemble, plutôt dans la forêt, à fabriquer des tables, des choses comme ça, à organiser des projets, monter des projets et cetera. Il y a pas d'histoire de religion. Les valeurs sont plutôt les valeurs qui sont les nôtres, c'est-à-dire des valeurs plutôt assez enfin très écolo et plutôt dans la sobriété. Heu, mais ça leur a permis de vivre avec d'autres enfants de leur âge, de passer beaucoup de temps, un peu comme dans les colos, hein, finalement ça ressemble aussi beaucoup sauf que c'est beaucoup plus, axé nature. Donc ça leur a été très utile pour apprendre les codes, savoir comment on fonctionne ensemble, quelque chose qu'on peut apprendre, enfin qu'on apprend à l'école, mais que du coup eux ils apprenaient pas. Donc ils l'ont appris beaucoup grâce aux Éclaireurs de France, aux éclaireurs et éclaireuses de France. Donc lui il a intégré la seconde assez facilement. Au départ, il est parti avec un GSM et puis bon, ça a un peu crissé, donc on a fini par lâcher et puis à la fin de l'année, il a eu un smartphone. Et l'intégration s'est très bien passée. Le second, l'année d'après, a vu que avec son frère, ça s'était très bien passé. Il s'est dit, bah tiens, moi aussi, je vais partir en troisième. Alors là, par contre, ça a été beaucoup plus compliqué, notamment à cause du GSM, parce qu'il y a ces histoires de réseaux sociaux, de Snapchat, de machin et tout. Et alors déjà, en troisième, on est dans la période collège, donc c'est une période un peu ingrate, qui est pas évidente. Euh, où il y a assez peu de mixité, hélas, où il y a déjà les groupes qui sont formés. Il arrive en troisième, tout le monde se connaît, il connaissait personne, il connaissait pas très bien les codes quand même, et il était déjà pas intégré dans les groupes de réseaux sociaux, etc. Et comme en plus il avait un GSM, bah, il n'y avait pas trop accès, et donc pour lui ça s'est mal passé. C'est vrai que la troisième s'est mal passée. Bon, on a Et ça s'est mal passé du coup à cause effectivement de la relation et du téléphone plutôt que du côté scolaire pur. ah oui, bien sûr, ouais. Ah oui, c'est au niveau. Mais d'ailleurs, on lui avait dit, écoute, pour nous les notes c'est pas important. Il faut que tu t'y sentes bien, il faut que tu arrives à créer ton groupe. Après, si tu as pas vraiment des bonnes notes, on connaît tes capacités, on sait que tu arriveras à t'en sortir. Donc voilà, après, bon, il faut pas, t'y vas pas pour glander non plus, mais essaie de travailler plutôt ton insertion, quoi, dans le groupe. Bon, et ça, on peut dire que ça a été un échec. Alors c'est une grosse expérience, mais ça a été un échec. En seconde, il est parti sur d'autres bases, il a compris, il connaissait les codes. Il s'est dit: «OK, quelles sont les attitudes à ne pas avoir pour pas se retrouver, harcelé, sous la domination de certains?» Et faire le choix dès le départ des copains qui seraient les plus intéressants, et notamment d'essayer d'avoir un peu des contacts aussi avec les filles. Parce que alors ça, c'est quand même quelque chose que je trouve assez surprenant. Autant dans l'IEF, il y a absolument pas, il y a vraiment aucun problème avec ça. On se rend bien compte que, dans les autres personnes qu'on rencontre, il y a aucun moment où on va dire: «Non, je veux pas parler avec elle parce que c'est une fille». Mais on se rend compte qu'en troisième, c'est encore le cas. Je trouve ça quand même un peu dommage. Bon, je sais pas, pourquoi ça fonctionne comme ça, mais enfin bon, voilà, c'est un fait.
Et du coup, en seconde, ça s'est très bien passé. Il s'est fait un groupe de copains très bien. Il s'est rendu compte un peu tardivement qu'il fallait quand même un peu bosser, mais bon, c'est bon, il passe en première et donc ça va. Donc il ne regrette pas ses choix. Alors, justement, quand tu m'as parlé de ce podcast, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant quand même que j'en refasse un peu un bilan et de se dire, maintenant, après coup, qu'est-ce que vous pensez d'école à la maison? Et, euh, et donc, j'ai noté deux, trois trucs que j'ai trouvé assez marrants. Donc, en fait, la plus grosse critique finalement, c'est ce point-là, donc le côté social, de se dire ben, on connaît pas bien les codes et c'est un peu compliqué de rentrer. Donc c'est quasiment la seule critique et c'est la plus importante en tout cas, et le manque de préparation aux examens. Mais en même temps, dans l'IES, c'est un peu compliqué de se dire je vais te mettre dans une pièce tout seul et on va te mettre dans les conditions parce que ils ont pas le stress. Ils ont quand même pas le stress. Il y a pas l'enjeu derrière et tout. Donc c'est vrai que c'est compliqué de simuler un examen. Ouais, nous on pensait un peu pour le mettre un peu dans cet état de stress, lui faire des exposés devant ses frères et sœurs, devant leur spectacle. Ils aiment bien, elle fait un peu de musique, et bah tiens, vas-y, là maintenant c'est toi qui fais le spectacle, qui te met devant tout le monde, qui te met un peu en scène pour leur montrer un peu ce stress. Oui, bah, c'est ce qu'ils peuvent vivre, quand ils ont fait du cirque, quand ils ont fait, de la musique et cetera. Il y a toujours un moment, il y a un spectacle, effectivement, là, il y a ce stress à se gérer. Après, le fait de parler devant un groupe, les Éclairs de France sont formidables pour ça. Parce qu'il y a toujours des moments où on va présenter des choses et d'ailleurs, il y a pas très longtemps, le deuxième a dû, pendant un cours, aller présenter un travail qu'ils avaient fait en commun. Il y en a pas un seul qui a voulu monter sur scène pour présenter leur robot. Il m'a dit, j'étais surpris alors que tout le monde était content de présenter ça. Il y en a pas un seul qui était capable de le faire, donc j'ai dû le faire. Et moi, j'étais super content, il y a eu aucun souci. Et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu t'es senti à l'aise? Il me dit, bah, parce qu'aux éclaireurs, on le fait tout le temps. On peut parler devant 200 personnes. Des fois, il y a des grands rassemblements, on doit parler devant 200 personnes pour expliquer un truc et pour expliquer un jeu ou je sais pas trop quoi. Et donc voilà, mais effectivement, c'est quelque chose qui s'apprend et qui est pas évident. Donc voilà, donc ça c'était la partie. Après, ils m'ont dit bon, c'est quand même ce qui est vraiment magique dans l'école à la maison, c'est de pouvoir vivre à son rythme. Si je suis fatigué, j'ai besoin de dormir, je peux dormir. J'ai besoin de travailler très longtemps sur les pyramides d'Égypte et je suis passionné, je veux lire tous les bouquins et je vais passer 3 mois là-dessus. Et ben j'ai le droit, j'en ai la possibilité. Ça c'est vrai, c'est une chance. La grande disponibilité des parents. Bon, ça c'est pas toujours le cas en IEF, mais c'est vrai qu'effectivement, on peut poser 1000 questions à son à son référent. Ça, c'est quelque chose qui est possibilité. Alors, une possibilité, alors, ce qui est très drôle, parce que le dernier me disait, bah, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des grandes récré. Alors, c'est drôle parce que lui, il est jamais allé en cours, donc il ne sait pas ce que c'est qu'une récré. Donc, il s'imagine un temps limité. Bon, c'est le cas d'ailleurs, hein. Mais il se rend compte qu'en fait, il a un privilège, c'est d'avoir des récrés interminables. Voilà. Je trouvais ça assez marrant. Et, euh, Et bon, ça revient un peu sur ce que je disais avant, c'est qu'il y a plus de place pour la culture générale. Alors, ce qu'on a fait aussi, c'est que quand ils étaient petits, on les amenait à la garderie de l'école. On a eu de la chance, le maire l'a accepté, parce que c'est quand même, normalement, quand on va à la garderie, c'est après l'école. Donc eux, ben, ils n'allaient pas à l'école, mais ils allaient à la récréation, à la garderie, pour justement essayer d'intégrer un peu les codes et puis rencontrer les jeunes personnes du village. Et donc là, la petite anecdote était assez marrante parce que la dame de la garderie nous dit: «Mais non, vos enfants, ils ont une grande culture, c'est surprenant dans les jeux, tout ça, par contre, ils connaissent rien à Disney». On leur dit, il y a un moment, je lui dis: «Bah, est-ce que tu peux si tu veux, tu peux prendre le ballon où il y a Mickey». Il a pas compris. Il sait pas qui c'est Mickey et comment ça se fait? Et donc effectivement, là, il y a pas longtemps, les enfants nous ont dit: «Bon alors par contre, quand on fait des blind tests et des jeux et tout sur Disney, comme la moitié des enfin la moitié, je sais pas, mais il y a une grande partie cette culture est tellement prenante qu'il y a des blind tests uniquement sur les musiques de Disney et ils disent bah à chaque fois on est à la ramasse là-dessus. Voilà. Donc c'était une critique, c'est ils connaissent pas bien Disney. Donc voilà un peu les retours. Les retours. Si il y a aussi, non, il y a deux autres points que j'avais notés, c'est qu'ils passent plus de temps avec leurs grands-parents et qu'ils ont la possibilité de faire des grands projets. C'est vrai qu'ils ont le temps là, par exemple le grand, je sais plus quel âge il avait, 13, 14 ans, 15 ans, je sais plus. Il a décidé de se construire une forge. Donc on lui a acheté le matériel, il y a une partie qu'il a fabriquée et il a fabriqué le bâtiment. Un bâtiment qui doit faire, je sais pas combien, ouais, il doit faire 10 mètres carrés. Il a construit tout, la structure, le toit, tout, et il a fabriqué un four, il a tout fabriqué lui-même. Il n'aurait pas eu le temps s'il était au collège à ce moment-là, il n'aurait pas eu le temps
à consacrer pour faire ça. Ça lui a peut-être pris un mois de boulot. Voilà, donc ça, ils nous ont remercié en disant, bah, du coup, on a pu aller au fond de certaines choses grâce à ça. Donc voilà les avantages et les inconvénients, Du coup, selon il eux. veut pas devenir forgeron? Au moment où il a intégré l'école, forcément, les profs l'ont poussé plutôt à faire des études intellectuelles. Ils m'ont dit, bah, à tel niveau d'être ingénieur, il faut que tu ailles faire ingénieur. Il dit, bah, moi, je préférais faire 4 CAP. Donc, il y avait forgeron, il y avait menuiserie, il y avait, enfin, je sais plus, coutellerie, enfin, voilà. Et les profs l'ont démotivé. J'ai trouvé ça. Alors après, comme il a la dextérité, en fait, peu importe, parce que s'il veut faire son CAP de forgeron, il le fera, puis il le fera à n'importe quel âge, peu importe. Mais là, il est plutôt parti sur là, il va faire un DUT, peut-être il fera après ingénieur, enfin, on ne sait pas ce qu'il va faire. Mais en tout cas, il a déjà cet acquis-là et donc on verra plus tard. Voilà sur les UF. Ouais, donc que des bonnes choses, parce que si le seul point négatif, c'est de ne pas connaître Disney, je pense que ça, ils vont bien en tirer, non? Alors, il y a quand même le côté social, hein. Ils ont insisté sur le côté Oui, social en disant, ça n'a oui. pas été très facile, il a fallu apprendre l'école. Je pense aussi que c'est le GSM. C'est-à-dire que nous, on voulait vraiment que le smartphone arrive le plus tard possible parce qu'on le considère particulièrement toxique. Bah, Mais à l'époque, c'était il y a 3 ans, on en parlait déjà, mais pas au niveau, aujourd'hui, on en est arrivé à un point où ils veulent l'interdire à différents endroits. À l'époque, on passait pour des gros ringards, quand même. ouais, et puis tu vois la société. Moi, tu vois, la dernière fois que je suis allé faire les courses, un gamin ou une gamine de, je sais pas, même pas 3 ans dans la poussette, scotché au téléphone, quoi. Pour moi, Bah, c'est de la maltraitance, quoi. ah C'est bah maintenant c'est vraiment. officiel. Ça a été donc il faut l'interdire avant 3 ans ou 5 ans, je sais même euh, plus, mais maintenant il y a des études scientifiques qui ont montré la nocivité de la chose, hein, donc je, ça c'est un point sur lequel nous dans l'éducation on a beaucoup travaillé, le rapport à l'écran, de euh, limiter enfant, l'amener là doucement. Notamment ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi l'histoire du cinéma, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par des films en noir et blanc, par les muets, et petit à petit on a amené des films un peu plus complexes, mais surtout toujours avec l'accompagnement émotionnel. C'est-à-dire que pour nous, c'est très important à la fin d'un film, surtout quand ils sont petits, de regarder le film avec eux et de voir à quel moment ils réagissent. Et je sais que notamment le second, lui, à chaque fois qu'il y a des histoires d'amour, il s'effondrait. On a regardé un film où il y a un mariage qui dure 2 minutes, mais il nous a parlé que de ça. Pour lui, c'était le moment où il y avait le plus d'émotions. Si jamais on n'avait pas regardé le film en même temps que lui, on n'aurait pas compris. Surtout qu'en plus, dans ce film-là, enfin, moi, j'avais même pas retenu qu'il y avait un mariage dans ce film-là. Et pourtant, non, pour lui, ça avait été très fort, et donc on l'a accompagné, on a parlé de ça, et tout ça. Et de laisser un enfant devant un écran, devant un film qu'on ne connaît pas, qui n'est pas adapté pour son âge et qui n'est pas adapté pour son état émotionnel, parce qu'aujourd'hui, on leur met des films à 6 ans qui sont clairement beaucoup trop violents. Je pense, avec beaucoup trop d'images, avec des images qui se succèdent, des courses-poursuites. Maintenant, dans tous les films Disney, il y a des courses-poursuites, hein. Vous pouvez chercher. D'ailleurs, ça, c'est un jeu qu'on fait avec les gamins. On dit, ah, elle était où la course-poursuite? Bon, en fait, dans la vie, il y a quand même pas souvent des courses-poursuites, et elles sont pas obligées d'être à cette vitesse-là non plus. Voilà. Et c'est vrai que des gamins de 6 ans, est-ce que c'est pas impactant pour eux? Bon, voilà. Après, ça dépend complètement. Nous, on a des enfants qui sont hyper sensibles. Bon, c'était très important de les accompagner là-dessus. Et tu parles beaucoup des films. Est-ce que vous leur avez aussi montré ou fait voir des petits dessins animés d'enfants, sans que ce soit forcément des Disney, ou c'est plutôt à chaque fois sélectionner vraiment un film? Oui, oui, bien sûr, hein, on a beaucoup commencé par des courts-métrages, plutôt par des courts-métrages d'animation et plutôt d'auteurs, qui sont souvent très profonds, très bien faits, notamment ces courts-métrages qui sont faits avec la pâte à modeler, qui sont particulièrement intéressants et non violents. Donc oui, on a fait beaucoup de recherches. C'est pas évident, hein, d'ailleurs. Ça manquerait, hein. Il y a quelques sites internet qui peuvent un peu aiguiller sur des films, des courts-métrages qui sont intéressants, mais je trouve que clairement c'est quelque chose qui manque. Avoir des films non violents avec des émotions qui soient constructives et non destructives, bah, c'est pas évident, hein. Ah ouais, c'est sûr que si tu mets Netflix ou les Ah ouais, non, ouais. les dessins animés qui passent à la télé, c'est pas. Notamment, il y en a un qu'ils ont regardé quand ils étaient tout petits, c'est vraiment tout petit, mais c'est les Pingu. Je me demande si c'est pas un dessin animé polonais ou je sais plus, où c'est un pingouin qui est sur la banquise.
où c'est très doux. Il n'y a pas de violence, c'est que des petites anecdotes, c'est très sympa. Après, il y a un dessin animé qui est pas mal aussi, qui s'appelle Les Barbapapa. C'est un truc des années 70, bah, Pingu aussi d'ailleurs, je crois. Et les Barbapapa, il y a beaucoup de notions d'entraide et c'est très écolo. C'est un truc de Babacool des années 70. Et là aussi, c'est pas du tout violent. Ouais. Voilà. Pour les tout petits, hein. Je vois le temps qui défile, alors je sais pas si tu avais encore beaucoup de temps, mais il y a encore la partie un peu autonomie, résilience que je voulais aussi un peu aborder parce que t'as vraiment une grosse expertise, Alors, sur ce sujet-là, la première chose, je pense que c'est la motivation. Pourquoi s'intéresser à l'autonomie? Non, il y a un autre point avant. C'est redéfinir. C'est comme ça que je commence les conférences. C'est redéfinir bien les notions, parce que les médias ont tendance, nous on l'a vu quand les médias ont commencé à s'intéresser au sujet, il fallait absolument que ça soit le survivalisme. Alors le survivalisme, historiquement, ça craint un peu, parce que notamment ceux qui ont mis ça au goût du jour, c'est un peu les suprémacistes américains, et j'ai un peu de mal à me retrouver dans leurs idées, forcément. Donc le survivalisme, c'est arriver à survivre tout seul en cas de pépin. Bon, très bien, c'est beaucoup du stockage, et c'est ultra violent. Et puis il y a ouais. des idées derrière, des doctrines qui sont franchement discutables. Tu Bon, te crées ton bunker, ta réserve et tu sors le fusil, quoi. voilà, c'est ça. Mais vous constaterez, quand on parle d'autonomie, que très souvent les médias vont amener ces idées-là. Donc pour créer l'amalgame entre les. Alors c'est voulu ou pas, ou c'est simplement pour simplifier. Je veux pas aller plus loin là-dessus, mais bon voilà. Donc bon, ok. Moi j'ai travaillé notamment avec des survivalistes. L'idée est discutable et je pense en tout cas qu'elle n'est pas durable. L'autonomie, c'est l'idée que on doit essayer de subvenir à ses besoins, soit soi-même, soit localement, par des compétences ou par du matériel ou des productions locales. Donc là, il y a une notion déjà de solidarité. Se dire, moi, ce que je ne suis pas capable d'arriver à faire moi-même, est-ce que je connais quelqu'un qui peut m'aider? Ou est-ce qu'il y a des compétences que je peux acquérir? Donc voilà. Donc ça, nous, on était plutôt partis dans ce domaine-là au départ. En fait, on s'est rendu compte que d'abord, ça coûtait très cher, ça prenait beaucoup de temps, et qu'il y avait beaucoup trop de compétences à acquérir. Par contre, ce qui était très intéressant, c'est que ça nous a permis de monter un réseau, un gros réseau, et d'aller voir, par exemple, des pompiers, de se dire, bah attends, est-ce que tu pourrais pas m'expliquer un peu comment on doit soigner quand il y a une urgence? Parce que jusqu'à maintenant, quand il y a un problème, on appelle les pompiers, mais on se rend compte déjà qu'il y a des quartiers et des endroits en France, notamment avec les déserts médicaux, mais il y a aussi des quartiers chauds. J'en discutais avec un pompier où il me dit, nous on y va le matin, mais on peut pas y aller l'après-midi parce qu'on se fait caillasser. Donc on se rend compte que, et le matin c'est parce que les dealers dorment le matin, donc ils peuvent y aller le matin. Donc c'est impressionnant de se dire qu'il y a quand même des endroits en France où quand il y a une urgence, bon, ça peut devenir compliqué. Puis il y a des endroits aussi où les urgences sont tellement longues, s'il faut attendre 24 heures alors qu'on s'est ouvert un doigt, bon bah voilà, il y a un moment où c'est peut-être intéressant de se dire, bah, je vais essayer de subvenir à mes besoins sur les points où c'est pas très compliqué, plutôt que d'aller engorger les urgences sur quelque chose qui pourrait arriver à m'en sortir moi-même, par exemple. Parce qu'il y en a quand même qui vont aux urgences pour des petites choses. Bon. Ouais. Donc ça nous a obligés à monter un réseau. Et on a rencontré plein de gens super intéressants qui avaient étudié l'eau, qui avaient étudié la santé, qui avaient étudié, bah, nous c'était beaucoup l'éducation et l'énergie, forcément le solaire. Et donc on a échangé tout ça, on a élargi notre réseau, et aujourd'hui c'est devenu des amis avec lesquels on fait beaucoup de choses, quoi. Donc ça c'est le côté intéressant. Mais on s'est rendu compte que c'était quand même un gros investissement en temps et en argent. Et on s'est intéressé du coup à la résilience. Donc la résilience, c'est plutôt l'idée d'accuser un choc. Et c'est de se dire que la société va changer, on ne sait pas trop à quoi va ressembler. Et c'est un peu ça le problème d'ailleurs, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas à quoi on doit s'attendre, qu'est-ce qui va devenir compliqué. Ce qui est sûr, moi je pense, c'est que tout va devenir plus cher. Ça, c'est au moins une chose sur laquelle on est tous d'accord. Et donc, il y a deux attitudes. Soit on travaille plus pour gagner plus, pour pouvoir continuer à acheter ce dont on a besoin, soit on diminue ses besoins en disant bah finalement ça j'en ai pas besoin, soit eh ben on le produit soi-même. C'est-à-dire que si la tomate on la produit soi-même, ben, on n'a plus besoin de l'acheter. Bon, ça nous prend du temps, ça a besoin d'expérience, il faut de la place aussi. Tout le monde ne peut pas planter des tomates, mais voilà. Et c'est ça pour beaucoup de choses, pour l'énergie aussi, se dire bah l'énergie, ça c'est vraiment d'actualité. L'énergie n'arrête pas d'augmenter en prix. Ben soit je la diminue,
D'ailleurs, c'est pas que soi, hein, il faut la diminuer. Donc, on diminue la quantité d'énergie qu'on consomme, on essaie de mieux l'utiliser et éventuellement, il y a une partie que je peux produire moi-même. Du coup, j'ai besoin de moins d'argent pour pouvoir subvenir à ces besoins-là. Et donc, ça veut dire que je pourrais éventuellement accepter un travail où je gagne moins d'argent, mais qui me plairait plus, et ça me donnerait plus de liberté, etc., etc. Voilà un peu les différents points. Et il y en a un quatrième que je n'ai pas évoqué avec toi quand tu es venu en formation, parce qu'on n'avait pas encore conscience de ça, et c'est assez récent, mais je trouve ça passionnant, c'est la robustesse. Donc la résilience et la robustesse, c'est pas exactement la même chose. La résilience, l'idée, c'est de pouvoir retourner à à l'état précédent après un choc. Donc au départ, c'était la résilience des matériaux, après il y a la résilience psychologique, enfin il y a plein de choses. Mais l'idée, c'est d'accuser un choc et de pouvoir après de se dire bon, c'est bon, ça y est, le choc est passé, j'ai réussi à surmonter ce choc, je vais pouvoir retourner à l'état précédent. Mais il y a l'idée aussi, c'est que l'état précédent, on le retrouvera pas, et donc il faut essayer de résister à ce choc-là et de s'adapter à la situation d'après. Et ça s'appelle plutôt la robustesse. Même si ni la résilience ni la robustesse ont une définition figée, avec tout ça, c'est en train de se construire et que quelqu'un pourra très bien dire l'inverse de ce que je viens de dire. Enfin, peut-être pas l'inverse, mais enfin une autre façon de voir ces définitions-là. Mais voilà, en tout cas, celles sur lesquelles moi je suis actuellement. Et donc, je trouve ça très intéressant d'étudier l'adaptabilité personnelle, psychologique, mais aussi de notre famille, de notre territoire, de notre commune et de notre société. Voilà. Et là encore, je reviens encore là-dessus. Il faut avoir confiance en soi et être polyvalent. Et avoir un réseau, etc. Mais c'est de se connaître. Pour pouvoir être robuste, il faut se connaître et être polyvalent, savoir s'adapter à ce qui se passe autour. Tu vois, par exemple, il y a un petit jeu qu'on fait souvent avec les gamins. Quand on a une situation un peu complexe, je sais pas, on a cassé un truc. Petite anecdote, par exemple, l'autre jour, on a une boîte à moteur électrique. C'est comme ça qu'on va chercher du bois dans la forêt. Elle tombe en panne au milieu de la forêt. J'avais juste une clé de 12. Il fallait arriver à trouver comment réparer. Et ben simplement avec des bouts de bâton, on a fait sauter tous les capteurs, on a bloqué tous les capteurs qui nous empêchaient de redémarrer. On a coincé en coupant des morceaux de bâton qu'on a trouvé dans la forêt avec tous les enfants. On se dit, bah alors attends, il est où le problème, machin et tout. Et on a réussi à repartir avec la boîte à moteur, on est rentré, voilà. Et ça, on a réussi à se débrouiller avec ce qu'on avait à moins de 20 mètres. Ouais. Et ça, c'est un petit jeu qui est super intéressant. Et ça, c'est important d'entraîner son cerveau et de se dire, je suis en situation merdique, qu'est-ce que j'ai autour de moi qui permet de m'aider? Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est du matériel? Est-ce que je peux construire ce dont j'ai besoin, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est la différence entre le survivalisme, l'autonomie, la résilience et la robustesse, sachant que à chaque fois, le plus important, je pense que c'est le réseau. Mmh. Si tu peux revenir juste sur la robustesse, parce que comme moi, quand tu as dit le mot là pour la première fois, la robustesse, pour moi, la première image qui m'est venue, c'était plutôt robuste, soit robuste physiquement ou du matériel solide, tu vois. C'était voilà, genre un panneau solaire robuste, tu vois, il va te durer 30, 40, 50 ans. J'avais plutôt cette image de la solidité. Est-ce que tu peux redéfinir, toi, la robustesse vis-à-vis de l'autonomie plus généralement, on va dire, ou comment tu le définis toi, la robustesse? Alors, tu mets le point sur un problème, c'est que je déteste ce terme. Je trouve qu'il n'est pas juste. Ouais. Et parce que tu vois, c'est un peu le mythe du robot, du roseau et du chêne, Mmh. où finalement, on se rend compte que le roseau va mieux résister que le chêne sur des. Enfin, faut réécouter l'histoire, hein, mais Sur les tempêtes, ouais. sur les tempêtes, voilà, entre autres, ouais. Euh, mais c'est pour ça que je pense qu'il est pas bon ce terme. Et je pense qu'il faut le redéfinir, mais je n'ai pas trouvé pour l'instant de termes qui me conviennent bien. Par contre, la définition est intéressante. C'est vraiment de se dire, ça va changer, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. On ne sait pas si c'est la technologie qui va partir à fond. On sait qu'on va avoir des problèmes d'énergie, qu'on va avoir des problèmes de climat, qu'on va avoir des problèmes sociaux. Là, il y a les boucles rétroactives là qui sont mal gérées. On se rend compte que là, c'est beaucoup plus grave que ce qui était prévu, enfin, etc., etc. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour résister à ça? Mais c'est vrai que la résilience, c'est un peu ce qu'on a vécu pendant le Covid, c'est que on a pris une grosse claque, puis le retour à la normale, le fameux retour à la normale. Bon, qui Mmh. est pas complètement sûr d'ailleurs, hein. On n'est pas, en tout cas psychologiquement, je sais pas, on n'est pas sûr d'être vraiment retourné à la normale. Mais en tout cas pas pour tout le monde. Mais c'est ça. Et en fait, non, il n'y aura pas de retour à la normale parce qu'on ne reviendra pas à la situation des années 2000. Ça va être différent. Et, et donc les théories de la robustesse,
amène plutôt cette idée-là. Alors moi, je vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin sur ce sujet-là parce que c'est assez récent pour moi. J'ai pas encore assez lu de choses. J'essaie de l'expérimenter, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Mais j'invite tout le monde à écouter Olivier Amand, il y a notamment une interview sur Thinkerview qui est très très intéressante, très très intéressante. Alors nous, on a fait justement une expérience avec nos adolescents. On a proposé à des adolescents de faire une soirée. On a pris cette interview, on a enlevé les parties hein, où l'intervieweur pose des questions pour garder que la partie la plus importante parce qu'elle est vraiment très longue cette interview et avec les ados ça aurait pas tenu. Et après d'ailleurs on a organisé un débat et les résultats ont été vraiment passionnants, vraiment passionnants. Parce qu'en fait il explique notamment que la génération qui arrive, bon, un peu nous mais surtout nos enfants, va avoir l'opportunité de créer une nouvelle société. Puisque notre société ne va pas pouvoir continuer telle qu'elle est aujourd'hui. Donc il y a ceux qui pensent qu'elle va être obligée de se simplifier parce qu'on aura moins d'énergie, et donc on ne pourra pas aller aussi vite et on ne pourra plus faire autant de choses que qu'on fait aujourd'hui. Puis il y a ceux qui pensent que grâce à la technologie, ça va être génial, on va partir à fond, on va encore accélérer l'avion et ça va être fabuleux. Donc il y a ces deux côtés-là. Bon, moi je pense que tout le monde a compris ce que moi je pensais, mais toujours est-il qu'elle va être radicalement différente de celle actuelle, et donc à nous de voir comment on va vivre là-dedans. Mais probablement qu'on va devoir reconstruire quelque chose d'un peu différent. On se rend compte que d'un point de vue économique et politique, on est au bout là. Ça tient plus, ça marche plus, les gens vont plus voter. L'économie, on a une inflation assez Olivier souffrante, etc., Amand, etc. tu sais comment ça s'orthographe? Aïe, aïe. Alors l'orthographe, c'est justement le truc que non plus, il faut pas me parler de ça. Je crois que c'est Hamant. Il y a un H, ouais. Bon, de toute façon, sur Thinkerview, je retrouverai, Voilà. je mettrai. Mais il a fait des interviews plus courtes. Mais hélas, c'est vrai que c'est toujours sur Thinkerview où il y a le plus de temps Hmm. pour pouvoir exposer ce qu'on a à dire, quoi. Attends, pourquoi je te parlais de ça? Ah oui, oui, tu posais une question sur la robustesse. Donc voilà, je Ouais. pourrais pas dire beaucoup plus, mais j'invite les auditeurs à J'ai s'intéresser à ce envie sujet. un peu de te lancer là sur un peu ces deux visions là que t'évoques entre effectivement le tout technologie et de revenir à ses besoins un peu plus primaires. Moi, je me pose la question aussi, notamment avec l'IA, tu vois, les technologies, et tu parlais, il y aura pas peut-être assez d'énergie, et est-ce que les technologies vont réussir à fournir l'électricité, tout ça? Je me pose la question, est-ce que, parce que maintenant ça fait quand même, je pense qu'on est à peu près dans les mêmes tranches d'âge, enfin on voit la société qui évolue. Est-ce que tu trouves pas que quand même cette société un peu consommation matérialiste, mine de rien, à notre désavantage, on pourrait dire, elle a quand même une certaine forme de résilience très forte et qu'elle arrive à s'accrocher au pouvoir et qu'on n'arrive pas à la détruire, à la changer vraiment et qu'elle arrive toujours, tu vois, il y a beau y avoir le Covid, des prises de conscience, ben, tu dis on revient pas exactement à l'état d'avant, mais globalement on est quand même revenu à reconsommer comme avant. Enfin, tu trouves pas que, ouais, qu'il y a une certaine résilience, il y a des crashs, mais voilà, la bourse elle crache, mais elle remonte toujours. Enfin, tu vois, il y a quand même une forme de résilience dans le mauvais côté du capitalisme et de ça. Tout à fait, tout à fait. Tu vois, quand j'ai eu donc ma période collapso, donc c'était en 2004, entre 2004 et 2007 par là. Heu, pour moi, le système allait s'effondrer. Ça allait tomber et puis ça allait être ambiance, alors pas Mad Max, hein, parce que ça c'est complètement, débile, mais c'est là aussi, il faut faire attention aux images que l'imaginaire, hollywoodien, qui se plante complètement sur le monde apocalyptique. Mais moi, j'étais quand même influencé par ça en me disant: «Bon, ça va tomber», et la 1re crise, la crise de 2008, la crise financière de 2008, en fait, c'est très drôle parce que les économistes ont dit: «Oh là, dis donc celle-là, on l'avait pas vu venir». Bon, en fait, tous ceux qui étaient un peu informés, tous ceux qui s'informaient sur les bons forums, à l'époque, c'était des forums, savaient très bien qu'elle allait arriver. Moi, 1 an après, alors je suis pas économiste, mais je suivais sur internet les bons sites internet, on savait. On savait déjà que de toute façon, le pétrole au-dessus de 150 le baril, l'économie ne fonctionne plus. Et on était à 150 le baril 2 mois avant. Donc, en fait, on savait que il allait avoir un problème. Donc, il y avait pas que le pétrole, mais il y avait un certain nombre de choses. Les voyants étaient en train de passer au rouge, et donc la crise pointait. Donc, moi, je me suis dit, ça y est, c'est la fin, on va tomber et tout. Donc, on a acheté notre ferme.
en se disant notamment, on s'en fout du crédit, de toute façon le système tombe, donc on peut prendre un crédit à 5%, mais peu importe, de toute façon dans 6 mois il n'y a plus de banque, tu vois. Bon, donc ça c'est la première erreur que je conseille. Premier conseil que je peux donner à quelqu'un qui s'intéresse à l'effondrement, ne jamais compter dessus, jamais. Ça ne marche pas, parce qu'effectivement, comme tu dis, en tout cas en Occident, et j'insiste bien sur en tout cas en Occident, la société sur le côté capitaliste est beaucoup plus résiliente que moi j'imaginais. Alors c'est à coup de dette, c'est à coup de je fais des billets, j'imprime du billet, peu importe ce qui se passe derrière, le fameux quoi qu'il en coûte. Mhm. Sachant que, et on a eu notamment en stage un banquier qui nous a dit, mais on augmente la taille de la vague, mais du coup, plus on l'augmente et plus quand elle va tomber, on tombera de haut. Mais pour l'instant, on arrive toujours à mettre des billets, ce qui fait que la vague continue toujours à monter et on est toujours en train de surfer dessus et ça va à peu près. Bon, c'est pas le cas pour toute la planète, hein, quand même. Hein. Nous, on est dans un endroit qui est quand même privilégié. Et donc effectivement, la société est beaucoup plus résiliente que moi je l'imaginais. Donc c'est pour ça que on peut aussi, et ça en revient aussi à la première question auquel je n'ai pas répondu, où tu disais quelles sont les motivations pour toi pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à l'autonomie, pourquoi tu as orienté ta vie. Et du coup, j'ai influencé la vie de ma famille au passage, hein, quand même, dans cette direction-là. C'est aussi par dégoût, de se dire en fait cette société, elle est injuste, elle est particulièrement injuste. Le système capitaliste est particulièrement injuste, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Elle est destructrice. Euh, c'est de plus en plus difficile de trouver le bonheur dans cette société. Et donc moi, ça fait partie des premières motivations. Je me suis dit, puisque je ne suis plus d'accord avec cette société, je vais essayer d'en être le moins dépendant. Donc c'était les premières motivations de l'autonomie. Avec forcément tout ce qui va, donc l'écologie. Et puis aussi, il y a un point important, c'est la sobriété. C'est-à-dire à partir du moment où on veut être autonome, on se rend compte qu'on va pas pouvoir produire autant de biens que ceux qu'on a l'habitude de consommer. Donc on commence par dire, attends, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Est-ce que je peux arriver à le produire? Et puis c'est comme ça qu'on arrive à diminuer son impact. Donc ça fait partie des motivations. Et, euh, et donc je pense que ça, globalement, dans la société, on devrait essayer de diminuer et de partir sur la sobriété. Mais c'est pas du tout, l'orientation que nous proposent ni nos politiques ni nos industriels. C'est l'inverse. Il faut toujours surconsommer, consommer plus. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Continuez, continuez, continuez. Et comme on augmente toujours la vitesse de notre avion, comme je crois que c'est Jancovici qui utilise cette métaphore, tant qu'il va vite, il arrive à voler. Mais quand on va commencer à ralentir, comme il est de plus en plus gros, il tiendra plus. Et donc ça va tomber. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a de la résilience dans notre système capitaliste, mais cette résilience est probablement très artificielle. Et donc on doit se préparer à ce qu'il y ait des changements. Ça répond à ta question? Ouais, ouais. Après, je vais me faire un peu l'avocat du diable et j'y connais pas grand chose encore sur ce sujet, mais le sujet de l'énergie, tu vois, de l'énergie qui pourrait être presque infinie si jamais on arrivait à développer, par exemple, la fusion. Tu vois, on se dit, on développe la fusion, on a de l'énergie, maintenant on arrive à produire de l'électricité quasiment à l'infini. Ça réglerait, tu vois, il pourrait continuer le système de croissance et développer des IA à tout va, développer plein de technologies et un monde ultra peut-être moderne ou dont on peut même pas s'imaginer encore, mais imagine, je sais pas, si t'as déjà fait cette pensée de voilà, on arrive à je sais pas débloquer la fusion et on a maintenant l'énergie infinie. Alors, il y a plusieurs problèmes à ça. C'est intéressant de lire Philippe Biwix par rapport à ça, parce qu'il explique très très bien, il est très pédagogue. Il y a notamment une BD qui est exceptionnelle, je me rappelle plus du nom, mais voilà, faut chercher Philippe Biwix et il explique bien tout ça. Alors, je suis pas spécialiste, mais pour résumer, il y a plusieurs choses. La première, c'est que déjà, la génération d'avant la fusion, qui est une génération qui arrive maintenant, qui s'appelle l'EPR, on a déjà un peu de mal à le faire fonctionner. On a eu pris beaucoup de retard, ça a coûté très très cher, il y en a assez peu qui fonctionnent sur la planète, et on mise là-dessus, mais ça marche quand même pas très très bien pour l'instant. Et on n'en est pas à la fusion. Ensuite, ITER, donc le principe d'ITER, c'est d'arriver à produire la réaction qu'il y a dans le Soleil. Pour l'instant, on a réussi à le faire sur quelques nanosecondes, c'est complètement on est dans le théorique et pas du tout dans le pratique.
Parce que le plus compliqué, c'est pas vraiment de déclencher la réaction, mais c'est simplement de fabriquer la boîte dans laquelle cette réaction va pouvoir fonctionner sans qu'elle crame tout. Oui, la Et ça, stabilité. pour l'instant, Mmh. personne n'a réussi à la fabriquer, cette boîte. Donc, on est très très loin d'arriver à ça, très très loin d'arriver à ça. Et en plus, le deuxième problème, c'est que c'est pas simplement de fabriquer l'énergie, c'est que ce qui consomme aussi énormément, c'est l'outil. C'est-à-dire que tous les objets, si on prend par exemple une voiture électrique, on a deux problèmes. C'est mettre l'électricité dedans, donc produire l'électricité qui est dedans. Alors éventuellement, c'est vrai qu'on pourrait trouver une énergie infinie. Bon, dans les règles de la thermodynamique, c'est pas simple. Mais et puis après, il faut tous les matériaux. Pour une voiture électrique sont énormes, sont pas faciles à recycler. Aujourd'hui, on est en train de racler les fonds marins, on va détruire le Groenland, etc., pour essayer à tout prix de tenir le plus longtemps possible. Mais c'est simplement tenir le plus longtemps possible. Mais ça sera pas l'éternité. C'est pas possible. On n'y arrivera pas. Donc en fait, la question, c'est pas simplement de savoir si la société extractiviste pouvait fonctionner. C'est simplement jusque quand elle peut fonctionner, c'est tout. Donc est-ce que c'est notre génération? Est-ce que c'est celle de nos enfants? Bon, c'est là où tout le monde n'est pas d'accord. Mais par contre, il y a plus grand monde pour dire que non, mais là, ça va le faire. Pendant 1000 ans, on est peinard. Il y a plus grand monde pour dire ça. Et surtout, à part, tu sais, il y a cette phrase que j'aime beaucoup là, qui dit il faut être fou ou économiste pour penser que une croissance infinie dans un monde fini est possible. Ce n'est plus OK. qu'une échelle de temps. Oui, bah, oui, c'est ça et qu'on sait pas quand. Et ce qui est sûr, c'est que euh, même si on ne vit pas cet effondrement énergétique, il y a déjà l'effondrement climatique, il y a l'effondrement des écosystèmes, etc. Enfin, c'est évident que dès maintenant, il faut se bouger, quoi. De toute Ouais, façon, c'est il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses à gérer et on ne peut pas continuer à consommer comme des fous. Là. OK. Et Bah, donc, et écoute, donc, et donc, on doit finalement, pour revenir sur l'éducation, on doit lutter contre les publicités qui dépendent. Je crois que c'est le deuxième budget mondial, hein, la pub. Donc, c'est dire qu'on fait pas le poids. Mais on doit lutter contre ça en permanence pour dire à nos enfants, attention, c'est la publicité, tu te fais manipuler, est-ce que tu as besoin de ça, quels sont les impacts de tout ça, et soi-même, hein, bien sûr. Hein. Voilà sur cette partie-là. ouais, bah, c'est des sujets super intéressants sur lesquels on pourrait discuter des heures, je pense. Donc, vu que le temps n'est pas, enfin, notre temps est pas infini, si le temps est infini, lui, mais notre temps là est pas infini. Ouais, je propose qu'on se dirige tout doucement vers la conclusion. T'as déjà parlé de, enfin, avant qu'on conclure, je sais pas s'il y a encore un sujet ou quelque chose que tu voulais aborder. Si, alors il y avait une question que tu m'avais posée, que j'avais trouvée intéressante, mais qui était assez courte, rassure-toi. Ah oui, tu vois, tu me disais qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Je me rends compte que moi, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé sur le côté matériel. J'ai un peu pas assez à travailler sur le côté psychologique. Je me rends compte, et je l'ai vu pendant le Covid, que c'était quand même un point important aussi. Que les choses ne changeaient pas, les choses ne changeaient pas beaucoup, pas très vite, et que le seul endroit où moi je me sentais vraiment bien, c'était dans la nature. Et c'est ce que j'aurais envie de travailler là-dessus, de se dire, mais ce monde-là, et alors avec l'intelligence artificielle, c'est en train d'augmenter à une vitesse folle. On est en train de se déshumaniser, de se déconnecter de la nature. Et je crois que ça, c'est le plus important. Essayer de se reconnecter à la nature, de lâcher son smartphone et de partir dans la forêt. Et on se rend compte, alors en plus, c'est intéressant parce que bon, nous, ça fait longtemps qu'on est là-dedans. Moi, tout gamin, j'ai passé ma vie dans la forêt. Mais aujourd'hui, scientifiquement, on peut expliquer aussi, d'un point de vue chimique, pourquoi on se sent bien dans une forêt. Donc, c'est assez marrant Hmm. de constater que, effectivement, ce qu'on ressentait avec notre cœur, en fait, s'explique aussi par la science. Et c'est le seul endroit où, alors il y en a, c'est la mer, je comprends aussi, hein, parce que c'est une sorte aussi c'est aussi une nature forte. Mais la montagne, la forêt, la mer, tout ça, je pense que c'est les seuls endroits où on peut réellement être soi-même, se sentir bien, se déconnecter de ce qui nous détruit, et donc pour soi, sa famille, etc. Donc moi, j'aimerais en fait proposer des stages où on propose à des gens de partir pendant une semaine dans la forêt sans smartphone et d'essayer de voir qui on est vraiment
c'est pas le côté survivaliste, hein, c'est pas enterré dans la boue à essayer de manger des insectes, hein, c'est pas ça l'idée. Hein. C'est simplement d'essayer de s'écouter, de se sentir bien dans un endroit où on n'est pas influencé par des éléments permanents qui Ouais, nous voilà, éloignent de ça me fait nous-mêmes. directement penser à l'interview que j'ai fait et qui va sortir demain de Renaud qui fait la nature des hommes, qui accompagne des hommes comme ça et sur une semaine aller en nature, enfin, un peu moins d'une semaine je crois. Enfin, il va en nature déconnecté et puis voilà, il faut Ah bah s'éloigner dans la nature. j'écouterai avec attention cet homme, ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, donc si t'as pas d'autres sujets, je disais on va peut-être doucement conclure. On me disait t'as déjà cité Olivier Amand, Philippe Biou, Bewix, euh, Philippe Bewix. Biwix, pardon, Biwix, ouais, je prononce mal. Est-ce que t'as des films, des livres, des choses que toi ouais, t'as déjà cité aussi quelques livres, si tu peux les rappeler, des choses qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé à réfléchir un peu mieux. Ces dernières années, le premier bouquin qui m'a beaucoup impacté, c'est Au nom des mers de Paul Ouais. Watson. Et le bouquin qui m'a le plus permis de comprendre nos fonctionnements instinctifs, c'est Le bug humain de Sébastien Boller, qui explique notamment le mécanisme donc le fonctionnement chimique, hein, parce que c'est par la dopamine. Bon, c'est assez complexe, hein, j'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais c'est d'essayer de comprendre pourquoi on est influencé par 5 facteurs qui sont la sexualité, la nourriture, la reconnaissance sociale, la connaissance, et il y a un dernier facteur qu'on pourrait appeler la flemme. Bah, je vais pas rentrer dans les détails, il faut vraiment lire le bouquin, où il y a un podcast aussi qui explique très bien, qui dure 1 heure, qui explique très bien ces mécanismes-là. Et à chaque fois que je prends une décision, je me dis: «Mais attends, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie?» et cetera. À partir du moment où j'ai pris conscience de ce mécanisme-là, donc se dire qu'à chaque fois qu'on a on répond à on a une satisfaction sexuelle, on répond à un besoin sexuel, on a une décharge de dopamine, et plus on le fait, plus elle est grosse, et plus on va devenir dépendant de ça, bon, et cetera, et cetera. Ça a énormément influencé ma vie, mon fonctionnement. Donc ça, c'est un bouquin d'un spécialiste, hein, c'est pas un illuminé qui a étudié, donc c'est un chercheur dans les neurosciences. Donc ça, c'est vraiment le bouquin le plus intéressant. Après, il y a le seul film que je trouve constructif sur l'effondrement, et je pense que ça va surprendre beaucoup de gens parce qu'il est vraiment pas sur l'effondrement, mais pourtant, pour moi, c'est le cas, c'est le film La Belle Verte de Serrault, qui est le seul film positif sur une société qui serait plus humaine, qui va déjà montrer le côté complètement débile de notre société, complètement déconnectée. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder. On peut trouver sur Internet les parties qui n'ont pas été, qui ont été enlevées du film. Alors, je crois que c'est pas de la censure, mais il y a il y a des scènes qui n'ont pas été gardées et qui sont encore plus fortes et qu'on trouve assez facilement sur Internet. Mais ce film-là, à regarder en famille, est un des seuls films, j'ai envie de dire post-apocalyptique, même si c'est pas du tout ça, mais qui soit positif, où on peut se dire oui, il peut y avoir une société plus humaine, plus intelligente, où on va plus s'écouter, où on va étudier la santé de façon très différente, etc., etc. Donc voilà, il y a ça, et puis donc le personnage. euh, les interviews que je trouve intéressantes, c'est celle d'Olivier Amand, mais ça, du coup, voilà, on en a parlé, qui m'a aussi beaucoup influencé dernièrement. Sinon, il y a aussi un personnage que je trouve vraiment très intéressant, c'est Albert Dupontel. On n'en parle pas assez, c'est quelqu'un qui a une connaissance hallucinante, qui est extrêmement lucide. Ces films, il faut les voir et les revoir parce qu'il y a plusieurs lectures. C'est des films, je pense qu'il faut étudier avec les enfants parce que pour faire passer le message, il passe sur des films qui ont l'air d'être grand public, mais en fait, ils sont très profonds. Et ces interviews dans Thinkerview sont. Alors, il faut suivre, hein, parce qu'il a un rythme hallucinant, puis il sort une citation toutes les 3 phrases. Donc là, il En faut le mettre pause. au ralenti. Ouais. Mais c'est quelqu'un, je pense, ça fait partie des rares personnages publics qui, je pense, ont tout compris. Mm. Et je trouve très, très, très inspirant. T'as cité aussi plusieurs fois Thinkerview.
Est-ce que tu as des chaînes YouTube aussi, un peu pour s'informer, différemment que les grands médias que tu recommandes? Alors, j'ai beaucoup de mal à faire la publicité sur YouTube, donc je vais faire une contre-publicité. Je vous invite à utiliser un module, un add-on qui s'appelle YouTube Remove Suggestion, qui est un module qu'on va rajouter dans notre dans notre navigateur, notamment sur Firefox, je ne sais pas si Chrome le propose, mais dans Firefox, qui va enlever tout ce qui est les suggestions qu'on a après. C'est-à-dire quand on a besoin d'aller voir une vidéo, on cherche la vidéo, on regarde la vidéo et on va faire autre chose. Alors qu'avec les suggestions, on se dit ah, la vidéo elle a l'air intéressante, puis celle d'après elle a l'air intéressante. Et Ouais. attention, par cette méthode-là, et ça a été prouvé, ça a été documenté, ils peuvent manipuler les foules en disant tiens, petit à petit, on va l'orienter vers quelque chose qui amène, par exemple, à des idées d'extrême droite, par exemple, ou des idées, je sais pas, enfin. Ouais, ou le biais de confirmation, quoi. Tu baignes que dans des univers où t'es déjà convaincu et il y a que tu tournes en boucle sur que des trucs qui, Ah, c'est ça. a Alors là, priori, t'intéressent. voilà, l'inconvénient, c'est que là, du coup, personnellement, tu n'avances pas, mais ils ont essayé et ils ont déjà influencé des foules avec cette méthode-là. Et donc déjà, c'est chronophage parce qu'on a du bruit. Et c'est vrai d'ailleurs, forcément, la vidéo d'après, elle est intéressante. Mais voilà. Donc je ne peux pas te faire la promotion de vidéos sur YouTube parce qu'en fait, je n'y vais quasiment jamais. Je Mm. déteste ça, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Hier, il a fallu que je démonte la voiture, donc je suis allé chercher les vidéos pour comment démonter un tambour. Mais sinon, je ne suis abonné à aucune chaîne et je n'ai jamais fait un like de ma vie. Je conteste tout ça et je n'ai même pas liké mes Redis propres vidéos. le nom de la donne, je l'ai pas noté. C'est YouTube Remove Suggestion. Mais je reconnais que ces vidéos sont utiles. Faut juste être très critique, comme pour tout. En question que je pose aussi souvent, c'est est-ce que tu as un homme, un papa dans ton entourage ou qui t'a inspiré que tu pourrais me suggérer pour un prochain épisode? Alors oui, il y a quelqu'un que j'ai trouvé très intéressant qui fait des podcasts aussi d'ailleurs, euh, qui fait le podcast Capitaine au Capitaine. C'est un podcast sur le développement personnel et il a une réflexion très intéressante et très poussée. Je pense que tu peux le questionner sur le thème de la parentalité. Il est papa d'une petite fille. Il a été papa assez tardivement, donc il a aussi une réflexion intéressante par rapport à ça. Voilà, je lui ai pas parlé de toi, donc tu peux le contacter de ma part, mais il est pas au courant. Ok. Capitaine au capitaine, j'irai voir le podcast. Ok, et Salut, bah salut, j'ai super. pensé tout de suite. Du coup, toi, tu disais que tu avais arrêté les stages. Est-ce que si on veut te retrouver, il y a ton livre, il y a ton site internet que je mettrai en lien également. Est-ce que tu veux parler un peu de ton actualité et des choses sur lesquelles on peut te retrouver? Donc moi actuellement, ce que je propose surtout, c'est d'accompagner les familles sur la rénovation ou la construction de leur habitat, avec l'objectif de le rendre le plus résilient possible. Donc voilà, ça c'est mon activité principale, sachant que je le fais. L'idée c'est surtout de venir le plus tôt possible dans le projet, pour ne pas être obligé de casser des choses qu'on aurait déjà mis en place. Ça m'est Ouais. déjà arrivé par exemple de dire bah, vous avez mis en place un verger qui est super, qui commence à donner, mais c'est le seul endroit où on pourrait mettre des panneaux solaires, c'est dommage. On aurait peut-être pu faire autrement si voilà. Donc euh, voilà un peu mon activité actuelle. C'est surtout cette partie-là. Après, ma compagne, donc ça on le retrouve sur le site Nos Pieds sur Terre. Donc ma compagne, elle propose des stages autour de la santé. On n'en a pas parlé de ce sujet-là. C'est un point important. Enfin, on n'en a pas vraiment parlé de l'autonomie. D'essayer là aussi savoir qui on est, bah, c'est de savoir aussi quelles sont ses faiblesses en termes de santé et comment éventuellement il y a une partie peut-être de ces faiblesses on peut arriver à se renforcer en étudiant des méthodes naturelles et, avec du coup en augmentant à chaque fois son niveau d'autonomie par rapport à ça. Et donc ça, elle propose des stages là-dessus. Ouais, j'ai vu qu'il y en avait un, je crois, mi-juillet, là, 15 juillet, là, Ouais, médecine chinoise, ouais, ouais. et elle est très branchée médecine chinoise, je crois, elle est formée en médecine chinoise, et ouais, on avait eu Oui, des bases pendant la semaine où on était chez vous, et c'est vrai que c'était vachement intéressant. oui, elle utilise les bases de la médecine chinoise pour le diagnostic, mais
mais par contre, elle essaye d'adapter la pharmacologie aux plantes locales. Mmh. Encore dans un souci d'écologie aussi, hein, parce que alors en Chine, on ne sait pas trop comment c'est produit les plantes et la pharmacologie, mais la pharmacopée, mais aussi dans l'objectif de gagner toujours en autonomie et se dire qu'est-ce que j'ai autour de moi qui pourrait me soigner, au moins pour les petits problèmes chroniques, hein, je ne parle pas de fractures ouvertes. Ouais, OK. Écoute, merci beaucoup Rémi pour, tous ces échanges. C'était vraiment super intéressant, super instructif. Je pense que les sujets, de l'autonomie, de l'éducation, on pourrait en parler, des heures et moi ça j'adore ça donc si si tu motivé, on pourrait peut-être se refaire un épisode 2 sur ces sujets-là, dans quelques années encore, si mon podcast est toujours vivant. Ce sera avec Hem, plaisir de rééchanger avec toi en tout cas. je te remercie de m'avoir invité, ça faisait longtemps que j'avais pas participé à ce genre d'exercice. Juste une petite, pas une conclusion, mais je crois que c'est important de se lancer dans ce projet-là de vie si on est vraiment excité par ces sujets d'autonomie, parce que j'ai rencontré des gens qui le faisaient par urgence et par inquiétude et ils le vivent pas avec autant de bonheur que des personnes qui sont passionnées par ce sujet-là. Voilà, l'autonomie est quand même quelque chose d'assez prenant, qui demande beaucoup. Et il faut qu'on y trouve aussi le bonheur sur cette voie-là, sinon c'est pas la peine. Oui, oui, trouver le bonheur en chemin et pas attendre que le résultat ou la récompense. Exactement, exactement, tout à fait. Top. Sur ces belles paroles, je te remercie encore une fois et puis, on se tient au courant et à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Cœur de Papa. Une des personnes qui m'inspire, c'est Pierre Rabhi, avec la légende du colibri. Chacun fait sa part. Alors partage-moi tes idées, tes réflexions, tes envies de prochains sujets, tes expériences. C'est ta manière, à toi d'apporter ta goutte d'eau à cette aventure. Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à lui donner une note 5 étoiles et à laisser un commentaire. Tes retours sont précieux. Ils nous aident à faire grandir cette communauté de pères engagés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ceux que tu aimes. Ciao!